Bonjour et bienvenue dans le 55e épisode de Scotch et Domination mondiale. Aujourd'hui, on a un épisode très particulier. On reçoit quelqu'un qui est fondamentalement une bonne personne parce qu'elle a été membre de la tranchée lorsqu'elle a lancé son entreprise, qui est une entreprise qui fait du coaching puis maintenant des cours en photo. Au début, elle ne croyait pas nécessairement au rêve qui est de se lancer une entreprise en ligne, d'être autonome, indépendant, d'être capable de travailler dans le confort de chez soi. Elle pensait que c'était le genre de choses qui arrivent aux autres. Mais la réalité l'a rattrapé. Son copain, qui également a été membre de la tranchée, s'est inscrit à mes formations. Ils sont tous les deux sur notre landing page parce qu'ils ont fait des témoignages super bons. Leur histoire est vraiment fantastique. Lui aussi, il a décidé de faire comme, sais-tu quoi, moi ça me tente de faire plein d'argent et pas faire grand-chose, tu sais. Je trouve ça drôle, c'est comme la plus longue intro que je fais. D'habitude, c'est short and to the point. Ça me tente d'être créatif aujourd'hui. Ça me tente de mettre les gens en contexte. C'est bon. Donc, Joanie Terrien, je suis vraiment content que tu viennes parce que, écoute, oui, ça a commencé avec, je t'ai vu sur le forum, j'ai vu ton histoire, tu as fait un journal de progrès, ou pour ceux qui ne sont pas membres de la tranchée, ils ne savent pas c'est quoi, mais dans le fond, tu as détaillé au fil du temps un petit peu, ça a été quoi ton parcours, ton processus. Il y a Alexandra Martel aussi, qui en a un qui est super bon sur la tranchée, où elle aussi, elle détaille tout son processus. C'est vraiment trippant. Puis moi, j'ai découvert à travers tout ça une fille qui est vraiment fantastique. On a fait des rencontres secrètes. On était supposé d'en faire un autre récemment avant le confinement, mais le confinement est arrivé. Il va falloir qu'on en refasse une peut-être cet été. On va se faire un gros barbecue. On va essayer de faire ça dehors pour que ça reste sécuritaire pour tout le monde. Hein? On pourrait se faire des petits masques, la tranchée. Ça serait très cool, ça. Ça serait drôle, avec des thumbs up dessus, genre des Facebook Live, des emojis. Fait que c'est ça. Fait après ça, t'es venu au rencontre secrète de la tranchée. On a jasé, on a pris de l'alcool, Est-ce qu'on a déjà pris un scotch ensemble? Je pense pas. On n'a jamais pris de scotch. Non! Fait que là, ça va être une première. Aujourd'hui, on va prendre un scotch. Puis, tu sais, quand on jase, normalement, c'est rare qu'on se pose des questions incisives. Tu sais, on va voir plus comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est cool, tu sais. Mais là, aujourd'hui, tu es assis devant moi et on est là vraiment pour aller au fond de l'histoire. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Oh my goodness! Mais avant, on n'est pas rendu là encore. Okay. Avant, il faut qu'on serve du scotch. Et ce n'est pas du scotch, c'est du whisky. Un cadeau de David Grégoire qui est venu la semaine passée parce que là, lui, il vient de se lancer son e-commerce TV, e-commerce show. Puis il y a une espèce de petit setup avec la couleur. C'est tout moi qui l'a aligné sur les types d'équipements achetés. Fait que là, il est venu, il m'a apporté cette magnifique bouteille de whisky à l'érable pour me remercier. Et ce n'est pas n'importe quelle sorte de whisky à l'érable. Parce que c'est pas du whisky à l'érable, genre sortilège. Genre coureur des bois. Ça, c'est du sucre avec de l'eau. Ça, c'est absolument fantastique. Et sais-tu quoi? Ça ne se vend pas en SAQ. Oh! On a une exclusive. Fait que ça, là, faut que tu ailles en Ontario pour en avoir. Wow! Et quand j'ai goûté, je m'attendais à avoir une petite affaire, tu sais, sucrée. Pas trop sujet à discuter de domination mondiale. Mais comme que tu vas voir, ça va t'interpeller, je pense. On va l'essayer. Donc, ceux qui veulent savoir c'est quoi, ceux qui s'en vont en Ontario d'un fois, ça s'appelle Kinsip, K-I-N-S-I-P, Maple Whiskey. Harcelez vos SAQ pour qu'ils en fassent une première commande. Donc, normalement, je te donnerais mon verre, mais là, puisqu'il faut qu'on reste loin, je vais te laisser te servir, hein? Mets-en autant que tu veux. Remplis ton verre. Hein? Ça va être bon. Donc ça, c'est pas du 27%, mettons comme du coureur de bois ou du sortilège. C'est vraiment du scotch 40%. Donc ça n'a pas le goût de sirop. On est tellement loin. Oh. On peut voir qu'on a éloigné les chaises pour respecter la distance minimale de 2 mètres. Comme ceci. À vous. Très bon. Ah oui. Parfait. On avait ton plan sur la caméra. Et autre chose, j'aimerais ça te donner un cadeau. Oh! Qui est cette magnifique boîte. Je vais te laisser la déballer. C'est important de ne pas toucher au bout que j'ai touché. C'est bon. Ouh! Fait qu'on a progressé, là.
on est parti du journal de progrès virtuel. Puis là, on est rendu au carnet Mes plans de domination mondiale. Hey, écoute, honnêtement, c'est de toute beauté pour vrai. Puis on en avait parlé aussi dans les rencontres secrètes. Ça commençait à se passer tranquillement. Puis là, it's done. It's awesome. Vraiment très, très cool. Ça fait 1 an qu'on a commencé le développement de ce carnet-là. Mélodie, si tu veux envoyer le lien Amazon sur les commentaires de la publication du Facebook Live, bien sûr, ceux qui écoutent ça dans leur voiture peuvent se rendre au latranchée.com/podcast ou /55 ou /. Faites juste aller sur notre site web puis fouiller à travers les pépites d'or qui se trouvent là-dessus. Mais on a ce magnifique carnet qui est inscrit Mes plans de domination mondiale. On voit une thématique ici. Tout à fait. Tout est cohérent ici, le concept, tout. Et puis la personne qui a fait, on a un dog tag aussi pour les membres de la tranchée. Ouais. Je me rappelle plus son où. On était censé les distribuer lors de la prochaine rencontre secrète. Qui n'a pas eu lieu. Et finalement. le design fit avec le carnet. Anyway, fait qu'on a une belle petite boîte, fait que tu vas pouvoir l'amener chez vous, gribouiller dedans. C'est parfait. En plus que j'arrivais à la fin de mes journaux de toutes sortes de trucs, fait que il va y avoir bien des plans de domination mondiale là-dedans. C'est fantastique, écoute, c'est génial. Mais c'est très concept. Surtout, tu sais, quand on voit justement la progression, justement, on le fait souvent avec d'autres amis entrepreneurs. On check un peu où ce qu'on était comme l'année d'avant, puis l'autre année d'avant, qu'est-ce qu'on écrivait, c'était quoi nos objectifs, puis tout. Puis des fois, ça te saute vraiment d'en face de voir, mon Dieu, tu sais, c'est exactement ça qui s'est passé. Ou à l'inverse, c'est comme, mais voyons que j'avais cet objectif-là, c'était bien de la merde, tu sais. Fait que c'est comme un peu, non, c'est particulier, mais je trouve ça le fun, tu sais, justement, de faire un peu la progression, puis de le documenter, puis tout ça. Il y a quelque chose de, je dirais pas poétique là-dedans, mais tu sais, c'est comme une quête un peu, puis là, qu'elle soit documentée, on dirait que c'est encore plus real. Puis ça consolide tes acquis aussi. Ouais. D'écrire quelque chose, puis de documenter quelque chose, ça rend ça plus, comme tu viens de dire, plus réel. Ouais. Tu le retiens plus. Puis c'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé mon blog à la base, c'était pour juste avoir une place où ce que je peux documenter qu'est-ce que j'apprends, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Puis le journal de progrès, écoute, c'est tellement cool. Ouais, vraiment. C'est plate qu'il n'y ait pas d'institution où on encourage les gens à faire ça de base. Mettons, on s'en va dans une chambre de commerce, là. Ouais. Personne ne veut savoir ça, là. Personne ne va s'intéresser à c'est quoi tes struggles en ce moment. Ils sont juste là pour te donner des cartes d'affaires. Ouais. C'est vrai, pareil. Anyway. Alors, on va parler de toi un petit peu. Là, c'est rendu le moment dans l'entrevue où on s'intéresse. On va juste parler de toi. Donc, c'est une thérapie sur Facebook Live. Salut tout le monde! Donc, je veux juste que tu nous mettes en contexte sur la Joanie avant le web, la Joanie pendant son lancement, la Joanie aujourd'hui t'es rendu. Fait qu'on va, let's go back. Ça fait combien de temps? C'est quand la première fois que cette idée-là t'est passée dans la face? Oh my goodness. Ben en fait, la première fois vraiment que j'ai pensé, que j'ai contemplé l'idée de faire des cours en ligne sur la photo, ça date pratiquement des premières formations en ligne que j'ai fait moi-même, en fait. Dans le temps, peut-être 2013-2014, j'étais aux études en photographie à ce moment-là, au DEP. Puis, j'avais déjà une certaine expertise en retouche photo, tout ça. Fait à chaque fois qu'on arrivait dans des travaux pratiques où il fallait faire de la retouche, des choses de même, mais j'avais tout à fini. Fait qu'il fallait que je fasse d'autres choses. Fait que qu'est-ce que je faisais, c'est qu'en plus de mon DEP en photo, ben là, j'allais checker des formations en ligne. Tu sais, ça commençait à ce moment-là, tu sais, du côté américain, tout ça. Fait que là, moi, j'allais checker ça, je trouvais ça donc bien le fun. J'étais tabarnouche, c'est vraiment hot, tu sais, les formations en ligne, ce qui se fait à cette heure, c'est vraiment pas pire. Puis, parallèlement à ça, ben souvent, j'avais plus de temps libre, je tripais gros photos, je checkais tout ce qui pouvait pas regarder sur Internet par rapport à ça. Puis, mes camarades de classe, souvent, me demandaient... camarades. Ouais, on va dire ça de même, les collègues. Fait que souvent, ben, j'étais la personne qui venait un peu poser des questions. Tu sais, hey, aurais-tu m'aider sur un truc en studio, tout ça? J'avais pas de problème, là. Moi, j'allais là, tout ça. Puis déjà, ben, ça commençait à germer l'idée peut-être d'enseigner ou, tu sais, de faire du en ligne. Je trouvais ça donc bien le fun. Puis, c'est un peu là que ça a commencé, mais tu sais ce que c'est, des fois on a une idée, ben là on a comme un peu la chienne, on va pas trop se lancer, on sait pas trop comment ça marche, fait que ça reste là. Mais est-ce que tu as eu l'impression que c'était peut-être quelque chose qui était juste pour les États-Unis, qu'au Québec ça se faisait pas, ou pour toi ça a tout le temps été clair? En fait, ça a toujours été clair que peu importe ce que t'es, puis peu importe la langue dans laquelle tu vas le faire, c'était possible. Tu sais, pour moi c'était pas quelque chose qui était impossible. Là où est-ce que j'avais un doute, c'était est-ce que moi je peux le faire?
Puis est-ce qu'en photo, ça va être possible? Mais encore là, je laissais ça comme un peu... Mais pourquoi est-ce que tu disais est-ce que moi je peux le faire? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que tu pensais qu'il te manquait? Ben, en fait, je te dirais que souvent, c'est un peu le côté promotionnel, entrepreneurial. Est-ce que je vais avoir les rangs assez solides? Est-ce qu'émotionnellement, je vais être capable de prendre la montagne russe émotionnelle qui vient avec l'entrepreneuriat? Avant que tu te lances là-dedans, ben, tu le sais que ça va être dur, mais tu le sais pas encore parce que tu n'as pas encore été dedans. T'sais. Fait que, mais c'est ça, il y avait un peu cet aspect-là puis tout. Puis en même temps, il y avait aussi l'aspect que j'étais très jeune à ce moment-là. Je devais avoir quoi, 21 ans à peu près. Puis moi, à ce moment-là, ben, à 21 ans, qui va me prendre au sérieux? Je suis genre une petite fille à l'école, genre qui tripe photo. Je me disais, OK, c'est... Puis maintenant, looking back, est-ce que tu vois justement qu'est-ce que les gens pourraient trouver d'une fille de 21 ans qui se staffe et qui est motivée? Ouais, vraiment. C'est comme un autre game complètement parce que, en fin de compte, tu te rends compte que finalement, cette drive-là que tu avais, c'est quelque chose qui est très appealing pour beaucoup de personnes qui ont dit aïe, aïe, tu sais, driver, elle a l'énergie, elle est prête à salir les mains, tu sais, elle veut vraiment, elle est hungry, tu sais. Quand on a la drive, on dirait qu'on la prend pour acquis. C'est vrai pareil, parce que, tu sais, des fois, tu te dis, puis c'est drôle parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, puis à voir toutes les possibilités que ça pouvait amener, tu sais, revenus passifs, tu sais, le lifestyle, tout ça, c'était quand que j'ai été un peu, on m'a présenté le marketing des réseaux au début. Puis moi, quand il me parlait justement, tu sais, revenus passifs sur l'automatique, puis là, il va arriver telle chose, puis ils vont miroiter leur rêve, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, aïe, ça a l'air vraiment cool. Puis là, j'ai comme compris, hey, 9 à 5, ça me tente donc ben pas. J'aimerais ça faire plus, avoir quelque chose de différent. Je voulais rêver, puis le marketing de réseau sont bien bons là-dedans, de faire rêver. Puis là, il nous disait, lisez tel livre. Fait que c'est là que j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Puis là, j'ai dit, aïe, c'est possible. Il y a des gens qui le font, tout ça, ça me tente. Mais encore là, l'idée germait, je ne relève pas nécessairement action. Puis là, tranquillement, il y a un barbu qui est apparu dans mes ads Facebook, avec justement Confession d'un blogueur, ton livre, tout ça. Puis là, je lisais ça. Puis de plus en plus, j'étais crème dans le fond, ça a vraiment du sens. J'ai le goût de faire ça. Fait que ça a été, dans le fond, de 2013-2014 aux études en photo, à checker des formations, puis à me dire que ça pourrait être le fun, en 2018, dans le fond, que j'ai été voir ta formation sur le blog Profitable, puis c'est là qu'à partir de là, j'ai comme pu arrêter, puis ça a été comme à partir de là, dans le fond. C'est quand même le fun de voir l'espèce de parcours, parce que tout le monde qui, finalement, se lance sur Internet passe à travers ces étapes-là. Puis je pense que c'est une question de à quelle vitesse est-ce que tu passes à travers ces différentes étapes-là qui va déterminer, ça prend combien de temps avant d'avoir un certain succès. Souvent, les gens vont me demander combien ça prend de temps pour que je puisse lâcher ma job. Bien, ça dépend. Parce que c'est des espèces de portes qui sont barrées dans ta tête, puis il faut que tu trouves les clés. Puis tu as mentionné la semaine de travail de 4 heures. Ça a été une clé qui t'a probablement débarré une autre pièce dans laquelle il y avait une autre porte qui était barrée. Puis ça t'a pris un autre morceau d'information pour t'amener à débarrer cette pièce-là. Ceux qui écoutent à la maison ou dans votre voiture, vous pouvez vous rendre sur Amazon et vous procurer le livre Confession d'un blogueur, qui est un merveilleux livre qui a plus de 55 lisez-le, très important. Review 5 stars sur Amazon. It's a best-seller, guys. You need to buy it. Achetez-en à vos amis. C'est un très bon cadeau pour la fête des... C'est une fête qui s'en vient? Je sais pas. La fête du Québec. Pourquoi pas? Double ta valeur, le cover est bleu. On fait des collections ici. Je trouve ça mais pour rester sérieux. Donc, ce qui était vraiment le fun avec ce livre-là, je pense qu'il y a certains points qu'on pourrait discuter ensemble de ça, c'est que souvent, quand on parle de se lancer un blog puis faire de l'argent avec un blog, les gens vont avoir une perception de « OK, il faut que je fasse des revenus avec l'affiliation, il faut que je vende un produit, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », mais la philosophie que j'essaie de promouvoir à travers ça, c'est beaucoup plus « Non, tu es en train de bâtir un asset numérique, intangible, ainsi qu'un qui est le contenu qui génère de l'autorité sur les moteurs de recherche, ainsi qu'une réputation à travers un ensemble de relations d'entretien avec le marketing par courriel. Et ça amène à faire des ventes en affiliation. Ça amène à vendre des produits. C'est ça. Puis on dirait qu'on essaie de
de passer cette étape-là. Oui. Fait que toi, quand tu as commencé, ça a été quoi ta stratégie de départ de se dire je veux me partir, je veux prendre un cours, ça a été quoi ton espèce de trajet Google Maps que tu t'es fait à l'avance quand tu t'es lancé? Ben, en fait, je dirais qu'à la base, l'objectif à la fin de tout ça, c'était d'avoir une ou des formations en ligne sur la photographie, un e-commerce un peu de formation en ligne. C'était un peu ça l'objectif de base. Puis c'est ce que tu dis souvent, c'est ben on part toujours avec l'idée de la monétisation en bout de ligne quand même, dans le sens qu'on va travailler un peu notre référencement. Puis c'est aussi un peu dans Confession d'un blogueur que tu parles beaucoup aussi le fait de bâtir, dans le fond, de prouver une expertise, en fin de compte, d'offrir de la valeur à une audience, donner quelque chose qui va servir, de gratuit, mais qui va servir à une audience, qui va servir un besoin. Puis, en fin de compte, ben, ça crée une connexion avec cette audience-là en même temps, puis un lien de confiance qui s'installe. Fait que c'est un peu comme ça que je le voyais dès le départ. Je me disais, OK, je le sais à un moment donné que je vais vendre des formations en ligne. Je le sais qu'à un moment donné, ça s'en va là. Je veux coacher, je veux avoir des photographes amateurs ou de niveau intermédiaire, comme clients, parce que c'est des gens avec qui j'aime triper. C'est ces gens-là que je veux servir. Fait que je pensais tout le temps à ça en me disant, OK, tous les contenus que je vais faire, ça va être pour servir ces gens-là. Fait que déjà, en partant, tu cherches déjà un peu moins c'est quoi que tu vas parler parce que tu le sais un peu que, OK, mais il faut que je m'adresse à tel type de personne puis je vais aller chercher tel contenu. Mais tu sais, le plan peut toujours changer, mais initialement, le plan, c'était vraiment, OK, je vais faire du contenu pour faire en sorte d'aller chercher l'intérêt des photographes qui cherchent un peu sur Google, ben, comment faire telle affaire, telle autre affaire. Un peu comme je pensais de qu'est-ce que les gens avaient besoin d'apprendre finalement. Puis ça partait vraiment de là. Puis, en même temps que j'écrivais des articles de blog, ben c'est là que j'ai écrit mon premier livre aussi. Qui, aussitôt que le blog a sorti, le livre était en vente immédiatement en même temps. Fait que ça permettait déjà d'avoir une petite porte d'entrée aussi pour éventuellement, mettons, aller un petit peu payer les dépenses publicitaires, des choses comme ça. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que la personne va commencer son blog, ouais. Elle n'a rien à vendre, elle n'a aucun lead magnet, donc elle n'a rien à échanger en échange de l'adresse courriel aux gens. Fait que juste ça, c'est comme... Moi, je me rappelle quand que j'ai eu mon premier pop-up sur mon site, parce qu'avant, j'étais comme non, l'expérience utilisateur, c'est important. Ouais. C'est encore important. Mais je suis passé d'avoir 100 adresses courriel par mois à comme 1000 adresses courriel par mois. Ouais. C'est une différence phénoménale. Et ça, c'est des revenus, là. Ouais. Des adresses courriel, c'est des revenus. Absolument. Puis, plus tôt tu mets un pop-up, plus tôt tu mets une offre avec une porte d'entrée pour commencer une relation avec les gens, plus tôt tu vas avoir des résultats. Exact. Puis, ce que tu as fait, c'est très intelligent, justement, pendant que tu es en train de faire ton blog. Moi, ce que je disais, je pense, dans le livre, c'était que tu pouvais te servir de tes articles de blog pour justement commencer à bâtir ton livre. Absolument, oui. C'est une stratégie que tu as faite, ça ressemble Oui, c'est en plein ça. En fait, je dirais que c'est pas tous les chapitres de mon livre qui finalement ont été publiés sur mon blog à un moment ou un autre, mais certains le sont. Puis ça a été comme vraiment une double productivité finalement, parce que tant qu'à écrire les articles, ben, j'écrivais le livre en même temps. Fait que tu sais, ça a été quand même de la grosse job. Je te dirais que le livre s'est écrit à l'intérieur d'un mois environ. Avant de lancer le blog, en fait, je m'étais donné une date butoir. Je voulais qu'à ma fête de 25 ans, j'allais avoir mon blog en ligne et tout ça. C'était le 7 mars 2018. Je vais avoir le blog de sortie. Finalement, ça se passe jamais comme prévu. Finalement, ça a été le 14. Mais une semaine, ça avait quand même de l'allure. Ça, c'est la cause du certificat SSL, puis toutes les technologies là, qu'il faut appeler les hébergeurs, puis se démêler. Fait que, non, ça a été quand même un bon challenge, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui batch, tu sais, puis quand je suis motivée, pensez-vous, je fais ça comme jour et nuit, puis j'arrête pas, puis tout ça. Puis ça a été vraiment ça. Dans le fond, j'étais très, très, très motivée. Puis en plus, avec la tranchée, justement, on avait quand même la communauté, il y a le support. Fait que moi, c'est un peu pour ça aussi que je faisais le journal de progrès, dans le sens que c'est tellement nouveau, tu connais pas ça, tu te pitches là-dedans, puis moi, je me suis pitchée en bas de l'avion, puis j'ai fait le parachute en descendant, c'est un peu ça. Fait que le fait d'avoir justement le support de la communauté, puis de documenter ce qui se passait, ben, ça aidait beaucoup aussi à mieux me diriger, puis ça me donnait de la motivation de plus. Fait que... ça a été vraiment ça, mais le livre, tu sais, vois-tu, j'ai commencé à créer le site tranquillement puis le construire vers la mi-fin janvier, puis vois-tu, au mois de mars, le livre était fait, puis le blog était en ligne, puis au niveau de... Parce que ton livre est quand même devenu un des meilleurs vendeurs sur Amazon. Ouais. Au début, tu le vendais sur ton site en PDF?
Et ensuite, tu vendais sur Amazon, tu as fait un hybride des deux. C'est ça. Ça a été quoi un petit peu ton... Qu'est-ce que tu penses maintenant qui est la meilleure façon de faire pour commercialiser un livre? Ben écoute, je te dirais que toutes les façons sont bonnes. Avec le recul, c'est sûr que Amazon peut donner un solide coup de pouce pour les auteurs. Dans le sens que c'est le fun parce que c'est du dropshipping. T'as aucun inventaire à avoir, c'est imprimé sur demande. Surtout que maintenant, il y a, dans le fond, une shop d'impression au Canada. Donc là, les livraisons avec Prime sont disponibles au Québec, ce qui est vraiment génial. Avant, ça prenait beaucoup plus de temps parce qu'ils impriment aux États-Unis. Puis là, il fallait que ça ship au Canada. C'était super long. Ça prenait comme 2-3 semaines que le monde ait mon livre. C'était un peu long. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, à un certain moment, tu as un certain boost de vente sur ton livre, par exemple, sur Amazon, ben, ce qu'Amazon fait, c'est qu'ils vont à ce moment-là faire des promotions sur ton livre. Donc, ils vont faire un petit rabais. Puis, ben, les rabais, ça peut attirer vraiment les gens. Récemment, justement, il y a eu 37% de rabais sur mon livre sur Amazon. Puis, quand je l'ai annoncé à mes abonnés, ça s'est garoché. Puis, j'ai comme remonté au top best-seller. J'étais dans le top 100 des meilleurs vendeurs d'Amazon cette journée-là. Tous livres confondus. Wow! C'était genre, wow! C'était quelque chose, là. Fait que, tu sais, Amazon a vraiment des petits trucs comme ça, des fois. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en plus, le rabais qu'Amazon mettait, c'était comme ça faisait en sorte qu'Amazon, finalement, faisait comme zéro là, sur mon livre. Il perdait de l'argent, tu sais. Mais moi, je peux même pas faire ce genre de rabais-là, tu sais, justement, à cause des coûts de production puis tout ça. Fait que, tu sais, l'inconvénient, dans le fond, avec Amazon, c'est que tu n'as pas l'adresse courriel de la personne. C'est ça. Ça ne fait pas grossir ta liste. On Exactement. en a parlé avec le podcast que j'ai fait avec Jules Marcoux, le premier podcast. Ouais. Le 16e, je pense. Il était bien en Père Noël. Checkez les thumbnails si jamais vous le cherchez. Oui. Et lui, c'est ça qu'il m'a dit. Il était comme, yo, j'ai vendu 100 000 livres, mais j'ai pas une liste d'emails de 100 000. Là. Non, c'est ça. Fait que oui, j'ai beaucoup de notoriété à cause de tout ça, mais en même temps, puis il a fait de l'argent à cause que j'ai pas regardé les détails de ça. J'ai pas des bas bruns. J'ai pas de bas, là, regarde. Mais ça a l'air que les royautés sont moins imposées que les autres types de revenus. Là-dessus, je pourrais pas te donner l'information officielle. J'ai pas vraiment vérifié, mais c'est sûr que si tu as des gros revenus de ça, faudrait que tu checkes. Ouais. Peut-être que t'es riche et tu sais pas. Non, mais... Peut-être qu'il y a le Lambo quelque part qui t'attend. Non, mais c'est sûr que c'est du revenu des États-Unis, dans le fond. Tu es payé par Amazon des États-Unis, fait que c'est sûr que... Il enlève 30%, moi. Ouais. Sur toutes les ventes Audible, là. Aïe. Énorme. Ouais. C'est sûr que, faut être clair aussi que les ventes de livres sur Amazon, c'est pas l'affaire qui est le plus payant. Là. On s'entend, je fais beaucoup plus d'argent sur la version numérique que la version papier, tu sais. C'est plus, je dirais, le livre de plus en plus, et je le vois comme vraiment un asset au niveau marketing, notoriété. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'ils vont faire des gros revenus avec ça. Maintenant, entre la comparaison, parce que j'ai fait les deux, tu sais, de vendre le livre papier sur Amazon versus faire la vente sur mon site, récolter des adresses courriel puis faire des tags, mettons, d'emails de qui avait acheté mon livre, tout ça. Puis, je te dirais qu'au final, en termes de revenus ou tout ça, bon, j'ai pas vu d'énormes différences, sauf que les rabais d'Amazon sont un incitatif. Fac. Tu peux avoir des plus grosses ventes. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je dis aux gens, télécharger les 3 premiers chapitres gratuits, tu l'envoies et ensuite de ça, tu prends ton propre lien d'affiliation pour dire, si tu veux avoir la suite, achète le livre sur Amazon. Comme ça, tu fais une pierre deux coups, tu as l'adresse courriel de la personne, plus tu as les ventes d'Amazon. Les ventes, tu as moins d'argent sur la vente, sauf que c'est tellement simple. Tu garoches la personne ailleurs que chez vous. C'est ça. Puis, tu fais l'argent là-dessus, fait que ça, c'est cool. Ouais, c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai comme retourné avec la méthode comme Amazon. Parce que tu as essayé de faire d'envoyer tes livres avec Quadriscan, je pense? C'était en processus. Finalement, ben là, il est arrivé plein d'autres affaires entre-temps, puis tout ça. Fait que là, pendant un certain temps, ce que je faisais, c'est que je faisais mes commandes manuellement à partir de Amazon. Dans le fond, dans le portail des... Ouais, c'est ça, dans le portail des auteurs, c'est KDP maintenant, Kindle Direct Publishing. Fait que je faisais mes commandes à partir de là, puis j'y fais. Et là, le problème qui est venu à un moment donné, c'est que quand il y a eu les livraisons au Canada, dans le fond, les copies d'auteurs sur KDP se shippaient encore des États-Unis. C'est encore le cas aujourd'hui. Fait que si tu veux que tes abonnés bénéficient d'un shipping qui a quand même du bon sens, ben ça finissait que je les commandais sur mon compte Amazon à partir de mon lien affilié. Puis, fait que, au final, c'était comme moins gagnant. Puis justement, là, le dropshipping avec Quadriscan, ben, c'est dans les plans éventuellement de le remettre en place. Là. Ouais, c'est quand même cool ça. Pour ceux qui se demandent
de quoi qu'on parle. Une fois, Quadriscan, c'est un imprimeur à Montréal que j'avais rencontré dans une conférence où il me disait, écoute, moi, tes livres, là, je peux te les imprimer en batch, là, puis je peux les shipper à ta place. Fait qu'on avait une spreadsheet Excel où ce que mes ventes via Thrivecart. Ceux qui n'utilisent pas encore Thrivecart, je ne sais pas ce que vous faites, là, latranchée.com/Thrivecart. C'est malade. Milo va mettre un lien dans les commentaires du Facebook Live. Milo est là-dessus. Et tu sais, ça rentrait directement dans sa spreadsheet. Lui, il ship, t'achètes à l'avance tous tes livres, il fait imprimer, il les garde dans sa warehouse, ça allait super bien. Moi, j'ai arrêté de prendre ça juste parce que ça me tentait plus de gérer ça du tout. Et l'autre point, c'est que souvent, Amazon, quand il regarde ses chiffres de vente, puis qu'un livre fait des ventes sans qu'Amazon ait besoin d'en faire la promotion, là, il se dit, oh, il y a peut-être quelque chose, puis là, il va se mettre à t'inclure dans ses promotions. C'est ça. Fait que quand tu t'auto-ship, oui, tu fais plus d'argent, mais Amazon est un vecteur de vente, surtout si ton livre est en anglais, ça peut faire beaucoup d'argent, tu sais. Fait que, anyway, c'est comme le pour et le contre. En lien avec ça, ça a été quoi ton... Parce que souvent, les gens vont dire, ouais, écrire un livre, c'est bien trop compliqué. Comment tu fais pour te publier? Je peux pas faire ça, moi. C'est si simple. En fait, c'est ça qui m'a fasciné dans le processus de, justement, s'auto-publier sur Amazon. C'est tellement facile. Un coup que tu as fait ton manuscrit, mettons, tu sais, dans mon cas, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a des images aussi, fait que le design m'a pris un petit peu plus de temps, tu sais, pour vraiment tout faire la mise en page, tout. Mais un coup que c'est fait, après ça, tu vas tout simplement sur le site Amazon Kindle Direct Publishing, dans le fond, qui était CreateSpace à ce moment-là, mais là, ça a changé. Maintenant, c'est kdp.amazon.com. C'est ça, ouais, exact. Fait que tu vas là-dessus, tu mets ton manuscrit là en PDF, tout simplement, puis tu choisis le format de ton livre, puis tout. S'il était déjà designé dans le bon format, ben tant mieux, ça va bien. S'il l'était pas, ben là, c'est un peu plus de taponnage. Mais c'est ça, tu choisis la grosseur de ton livre, tu fais ton design en fonction de ça, t'envoies ça là-dedans, puis tu fais ta cover toi-même, puis après ça, ben tu peux commander, mettons, une version, un aperçu de ce que ça donne, ils te la ship chez vous, ça coûte pas très cher, c'est comme 7-8$, mettons, pour un livre en couleur, mettons, puis un livre pas en couleur, c'est encore moins cher. Fait que tu regardes ça, ils te donnent un code de barre, de publication, tout ça, un ISBN, ces trucs-là. Puis tu publies, puis t'as pas de compte à rendre à personne, puis tu mets ça là, puis that's all, là. Tu sais, t'as pas... c'est plus comme avant, où est-ce que quand tu veux publier un livre, il faut absolument que tu passes par un éditeur, que tu pitches un peu ton livre, puis tout ça, puis etc., là. Fait que... Mais ça fait en sorte que t'as pas, justement, le processus d'un éditeur qui te force à faire un produit de qualité. Fait que la conséquence, c'est que maintenant, il y a beaucoup de livres qui sont auto-publiés qui sont juste pas bons. J'en ai lu plein des livres, pas bons. Fait que maintenant, c'est facile de dire je suis un auteur. Le terme auteur a encore un halo effect de dire regarde, je suis publié, auto-publié. Ça veut pas dire grand-chose. Puis tu as bien beau avoir des bons reviews sur Amazon. Je connais des gens qui ont des livres présentement sur Amazon avec plein de monde qui ont mis des bons reviews dessus. Les reviews étaient là avant que la personne puisse avoir le temps de faire avant de recevoir le livre. Je veux dire, c'est comme, tu viens de faire ton lancement, il est disponible depuis aujourd'hui, tu as comme 30 reviews positifs. Je veux dire... Non, c'est ça. Il faut quand même être conscient que, je veux dire, les reviews sur Amazon... C'est de qui que je parle. On va pas embarquer là-dedans. Mais c'est pas grave, parce que je veux apporter un autre point aussi qui est les livres sur Kindle. Kindle, c'est quand même cool. Tu as parlé tantôt de format PDF. Je veux juste, dans le fond, pour les gens, ce qui est le fun avec PDF, c'est que tes photos, ta mise en page, ça reste constant, tu n'as pas besoin de rien bouger. Avec les liseuses, avec les Kindle, tu veux avoir une interface qui est modulable. Fait que maintenant, il y a un nouveau format qui s'appelle EPUB, que tu peux enregistrer ça en EPUB. Ce qui est vraiment mind-blowing, c'est que tu peux tout simplement écrire ton texte en Google Doc, exporter en EPUB, that's it. Puis moi, je me rappelle quand j'avais fait Double ta valeur, on l'avait écrit sur Google Doc. On avait mis le lien pour View Only sur la tranchée. On a un journal de progrès pour Double ta valeur. Et puis là, les gens pouvaient me voir écrire ma phrase, effacer, écrire une autre phrase, effacer. C'est bon, ça. C'est drôle. C'est gênant un peu parce que quand je voyais, il y avait comme genre 5-6 personnes qui regardaient. Là, j'avais pas le goût d'écrire. Mais, en tout cas, on va fermer la parenthèse. Faire un livre, c'était un très bon premier move pour toi. Et puis ensuite, ça, là, tu as ton livre, il est publié,
tu as ton contenu, ton blog, et comment est-ce que tu as orienté ta stratégie de contenu à partir de là, en ayant dans la tête que tu voulais faire une formation? Ben, en fait, je te dirais qu'à la base, je me cherchais beaucoup à savoir, ben, ça allait être quoi le contenu de la formation en tant que tel, parce qu'il y a tellement d'affaires en photo qui m'intéressent. Je me disais, est-ce que je vais faire une formation un peu plus débutant qui va focaliser plus sur l'appareil photo? Est-ce que je vais faire une formation qui va aller couvrir des aspects de la photo un peu plus larges? Est-ce que je vais aller purement en retouche, tu sais, Lightroom, Photoshop? Là, je savais pas trop. Fait que j'allais tout simplement général. Tu sais, mettons, s'il y avait un sujet qui me tentait de parler ou que je voyais que je recevais des questions par courriel par rapport à certains sujets, puis ça se répétait, je me disais, mais il y a peut-être de quoi faire avec ça. Fait que, tu sais, je prenais le pouls de l'audience un peu, puis là, ben, je me basais un peu là-dessus pour faire des articles. Et après ça, ben, je faisais un peu de la recherche de mots-clés pour savoir ben, un peu quel terme utiliser dans cette thématique-là, pour faire en sorte que ça se référence mieux, puis ainsi de suite. OK, là, il faut qu'on parle de recherche de mots-clés. Oui. OK. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par recherche de mots-clés? Bien, en fait, la recherche de mots-clés, c'est tout simplement qu'on va utiliser dans le fond, des outils web un peu comme justement le Keyword Finder que tu nous proposes aussi d'informations sur le blog, tout ça. Latranché.com/keyword finder, Mélodie, Molly. Oui. Fait, ce genre d'outil-là, en fait, qu'est-ce que ça sert? C'est tout simplement de, mettons, si tu fais une recherche par mots-clés d'une thématique, de whatever, Keyword Finder va te donner toutes les requêtes, dans le fond, combien de recherches par mois il va y avoir sur chacun de ces thématiques-là. Fait que, toi, à ce moment-là, ben, tu peux dire, OK, mais j'ai envie de parler de tel sujet, mais les mots-clés qui sont les plus recherchés, c'est telle chose. Donc, je vais essayer de les intégrer dans mon texte le plus possible. Tant que ça fait du contexte. Tout simplement, c'est de même que je le résumerais. Puis après ça, ben, aussi le secret qui n'est plus tant un secret, mais sur le blog, si tu écris 1000, 2000 mots et plus, ben, tu références beaucoup mieux aussi. Ça, je pense que c'est un point qui vaut la peine qu'on on rentre dans la tête du monde. Tu sais, autant la recherche, puis la préparation, puis la planification avant de faire un article, très important. Ton titre, fucking important le titre. Faut que ce soit un titre qui est vendeur, qui suscite la curiosité. Puis ensuite, d'avoir un article qui est bon. Ouais. Puis qui est comme pas long, mais comme. Pas long pour être long, mais complet, détaillé. C'est ça. Ouais. Parce que souvent, les gens vont. C'est vraiment dur de trouver et d'engager des rédacteurs qui comprennent ces principes de base-là en création de contenu. À mon sens, quand tu es un créateur de contenu, tu devrais être un maître de ça. Tu devrais être un maître de la recherche de mots-clés, un maître des titres, un maître de la stratégie de la. Tu sais, c'est comme une boule de neige que tu pousses en bas d'une côte. Plus que la personne lit, plus qu'elle devrait être intéressée à ce que tu lis. Tu sais. C'est ça. Tellement big. Puis dans les outils comme Keyword Finder, ça te permet de savoir non seulement c'est quoi les recherches qui sont faites, c'est quoi la quantité de mots, de recherches qui sont faites sur tel mot, ça donne aussi le niveau de compétition sur ces mots-là. Oui. Puis toutes les autres recherches autour, avec tous les autres volumes, puis toute la compétition qui est en lien avec ça. Ouais. Partout. C'est ça. Fait que si tu écris des articles puis que tu n'utilises pas un outil comme ça, moi j'ai des articles sur mon site web qui ont des centaines de milliers de hits. Ouais. À partir de Google, je fais rien, j'ai 100 000 views. Ouais. Rien. Là. Tu n'as pas besoin d'avoir des abonnés sur Facebook. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse liste d'emails. Tu n'as pas besoin d'avoir fuck all. C'est une méritocratie pure. Fais le meilleur article que tu peux qui répond à cette question-là et Google va t'envoyer des millions de visiteurs gratuitement. Puis si ça donne que cette question-là, c'est le préambule à l'achat de ton produit, encore mieux. Yo! Ouais. This is gold! Absolument. Mais tout le monde parle des abonnés Instagram. Tout le monde parle des stories. J'ai 1000 views sur ma stories. Nobody cares. J'ai 1 million de views sur un article de 3000 mots. La personne, elle reste avec toi pendant 15 minutes le temps de le lire. Ouais. Elle fait pas juste comme fuck this guy, unfollow. C'est vrai. Tu sais, elle est sur ton article, puis elle s'abonne. Ouais. Puis après ça, elle a l'impression qu'elle t'en doit une. Tu proposes un produit. Ouais. À quel point c'est malade, ça? Tu peux vendre n'importe quoi, même. Tu sais, puis honnêtement... N'importe quoi! Ah ouais, puis de toute façon... Mais dis! On peut vendre n'importe quoi, de même. Incroyable. On vend des couvertes! On vend des couvertes! Mais c'est quand même important de dire, tu sais, que... Je veux dire... Prends plus de whisky.
Mais tu sais, c'est vrai, une story Instagram, un post Instagram, tu sais, ça demande pas un engagement significatif de la part de la personne qui va regarder ton contenu. C'est passif. Si la personne prend le temps de te lire, qu'elle prend le temps de commenter ton article de blog, qu'elle prend le temps d'y répondre, de répondre à tes courriels, tout ça, hey, j'ai du monde qui m'ont suivi sur mon blog, littéralement pendant les 2 dernières années. Genre, qui sont encore là, qui viennent encore sur mes Facebook Live, qui m'écrivent par courriel, qui sont devenus des clients. Tu sais, il y a une vraie relation qui s'installe avec ton auditoire. Fait qu'à ce moment-là, t'as pas besoin d'avoir des centaines, des dizaines, des centaines de milliers de followers pour avoir une business. C'est là que ça devient intéressant. T'sais. Puis tu parlais de la boule de neige tantôt. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes ces stratégies-là de référencement, c'est super puissant, mais ça reste quand même que c'est une stratégie à long terme. C'est-à-dire qu'il faut être patient quand même là-dedans. Faut avoir une passion pour qu'est-ce qu'on écrit. Faut vraiment écrire à la base, oui, dans un but éventuellement de monétiser. Mais ça reste qu'à la base, faut vraiment que tu aimes le contenu que tu parles. Faut que tu sois passionné. Faut que tu aies envie de créer du contenu qui a beaucoup de rigueur, qui est complet, qui est de qualité. Puis à partir de là, même si ça monétise pas immédiatement, tout ça, ben t'as envie de construire quand même cette base-là. Puis à un moment donné, ben 2, 3 ans, 4 ans plus tard, ben, on a 5 000, 6 000, 10 000 lecteurs à chaque mois sans rien faire. T'sais. Mais c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Puis des fois, ben, le challenge, c'est qu'on n'est pas tout le temps patient. Puis des fois, ben, on se fâche. On est comme, ben oui, je ne pas. Puis pourtant, j'ai du bon contenu, puis je me force. Mais c'est le long game, vraiment. L'attente Ouais. du référencement. Oh my God. C'est vrai que c'est frustrant. Ouais. Mais t'as comme une espèce de filtre. Faut que tu aies un reel pour avoir cette stratégie-là. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas juste comme dire je veux être riche puis je m'en fous. C'est ça. Faut que tu aies un amour fondamental pour Ouais. qu'est-ce que tu fais, puis faut que tu veuilles vraiment aider le monde. Puis non seulement ça, mais faut que tu mettes ta personnalité dedans. Ouais. Puis plus que tu es capable, plus que tu es authentique, plus que ça va vite, plus que les gens vont tomber en amour avec ton stock, plus que ça va se partager. Mais au début, on sort tous, comme le podcast qu'on a fait avec Alexandra Martel qui parle de copywriting, on sort tous avec une espèce d'écriture rigide, universitaire, qu'on a appris à l'école, ou collégiale, ou peu importe ce que tu as arrêté. Tu as une écriture de marde à cause que tu as, tu sais, sujet, verbe, complément. Sujet posé, sujet divisé, sujet... C'est quoi? La fameuse structure, là, ouais. On s'en rappelle plus parce qu'on l'utilise plus. Non, mais c'est comme... Moi, je l'utilise, cette formule-là, tu sais. Ouais. En copywriting, c'est juste de dire... C'est le pass, c'est le problem. Ouais. Right? Sujet amené. Agitate. Ouais. C'est le sujet agité. Où est-ce que tu détailles la problématique? Ouais, tourne le couteau dans la plaie. Moi, j'appelle ça comme ça. Exact. Le solve, ça explique comment est-ce que tu vas... Tu sais, c'est un petit peu ton sujet divisé. T'as comme une espèce de... Il y a une structure quand même. C'est juste qu'on va pas nécessairement l'utiliser de la même façon. Mais tu sais, un mot qui est important à retenir là-dedans, c'est l'émotion. La connexion, c'est quelque chose qui est vrai, puis c'est ça qui est difficile au début, tu sais, comme tu le disais, de pas avoir comme quelque chose. Puis tu sais, moi, à la base, je suis comme super perfectionniste, là, fait que c'est sûr qu'au début, tu sais, les affaires, c'était comme un peu plus comme, on va dire, carré, là, si tu veux, là. Puis à un moment donné, ben c'est ça, à force de faire la vidéo, ça m'a beaucoup aidé, les lives aussi, parce qu'à un moment donné, au début, quand je faisais des vidéos sur YouTube, ben, tu sais, j'étais pas capable de retenir tout le contenu que je voulais dire, puis ma structure, fait que je travaillais au prompteur. Fait que tu sais, je lisais un peu mon texte. Sauf que si j'avais une écriture vraiment trop rigide, vraiment trop cadrée, puis tout ça, ben ça se disait comme vraiment mal. Fait que là, j'ai comme fait le thinking inverse. J'ai dit, OK, ben là, si je veux avoir du contenu qui est facile à dire, qui est facile à faire, ben il va falloir que j'écrive plus comme je parle. Puis c'est à partir de là que tout d'un coup, ben mon écriture, mon blogging, la façon que je faisais mes articles, a commencé à avoir plus ma voix puis ma personnalité dedans. Parce qu'il fallait que j'écrive comme je parle, puis j'utilisais le contenu des articles de blog aussi en vidéo pour YouTube en même temps. Double référencement, finalement. Ouais. C'est un peu la stratégie à ce moment-là. Très bonne stratégie. Ouais. C'est long. Très long. Mais ça fonctionne. Ouais. Fait que donc, on ferme la parenthèse, référencement. Super important de faire ses devoirs puis de travailler sur sa stratégie de référencement. Ouais. Je vais peut-être juste rajouter un petit peu de poids derrière cette position-là, qui est, je me rappelle du temps que j'étais chez Voyage à rabais, 85% du trafic venait des moteurs de recherche et les revenus apportés des moteurs de recherche étaient ce qui permettait à l'entreprise de payer des choses un peu moins rentables comme
le salaire des conseillers. Ouais. C'est con, là, mais comme un conseiller, quand tu travailles dans une agence de voyage, c'est rare que c'est profitable tant que ça. Ouais. Parce que c'est rare que... C'est pas comme les conseillers indépendants. Parce que je suis convaincu qu'il y a plein de monde du milieu du voyage qui m'écoute. Quand tu es un conseiller indépendant, tu es responsable d'aller chercher tes propres ventes puis de faire ta business. Tu es beaucoup plus proactif. Puis là, tu en ramènes de la business. Ouais. Mais quand tu es juste quelqu'un qui est dans un centre d'appel où ce que ta job, c'est de répondre aux questions des gens puis que toi, c'est pas un lead qui affecte ton salaire tant que ça, même si c'est une petite commission. C'est plus comme un autre style d'affaires qu'il faut que tu fasses dans ta job. Le département de service à la clientèle, la façon que moi je l'ai perçu, je ne dis pas que c'est le management là-bas qui perçoit ça, mais moi, de mon expérience dans cette entreprise-là, je voyais ça comme une espèce de mal nécessaire à grosse machine qui est le site web qui fait des ventes en ligne à cause du référencement. Et on top, pour être compétitif, il faut que tu aies une espèce de stratégie AdWords agressive pour enlever les clients de tes compétiteurs. Ouais. Dans des business plus matures, c'est pas la même relation que chaque personne a puis chaque département a. Tu as des départements que leur job, c'est de perdre de l'argent pour enlever aux autres compétiteurs. Là, c'est quand même cool. Mais mon point, c'était de dire que le backbone de cette entreprise-là, c'était le référencement web. Ouais. Et ça permettait d'avoir tout le reste autour. Fait que si dans ton entreprise, le référencement web n'est pas dans tes plans à moyen et long terme, c'est un peu comme avoir, mettons, une stratégie de confinement avec le COVID où ce que tu te dis, bien, on va juste tout le temps rester enfermé chez nous. Ouais. Puis pas avoir de plan de sortir de ça, puis de un jour faire de l'argent. Exactement. Tu sais, puis le référencement, moi, où est-ce que ça m'a le plus aidé, en tout cas, tu sais, c'est la qualité du contenu. C'est quelque chose qui a un petit peu fait mon branding à travers tout ça. Puis ça a fait un peu aussi... ça a un impact significatif aussi sur ta crédibilité en tant que personne, en tant qu'entreprise, éventuellement, quand tu commences à proposer des produits. Fait que, tu sais, même si, à la base, tu sais, mettons, pour l'année 1, 1,5, 2, la stratégie référencement est pas nécessairement encore très, très payante, mais par contre, en contrepartie, ça te donne vraiment beaucoup de crédibilité. Les gens t'aiment aussi. T'sais, quand tu donnes du contenu gratuit, là, plein, là, puis beaucoup de qualité, là, puis des longues vidéos, puis beaucoup de contenu, puis beaucoup de détails, là t'es dur. Là. Les gens t'adorent. Là. Puis tu sais, c'est pas une stratégie de manipulation, mais c'est vraiment juste de dire, je le fais, j'offre de la valeur, puis à ce moment-là, ben automatiquement, les gens voient ton contenu, ils font comme « Hey, ça, c'est cool, j'aime ce qu'elle fait. » Puis, tu sais, c'est vraiment une stratégie, justement, pour faire en sorte que les gens reconnaissent ton contenu, ils apprécient ce que tu fais. Puis, quand que tu es enfin prêt à vendre quelque chose, si, mettons, tu attends un certain temps avant de commencer à vendre vraiment un produit un peu plus gros, quoi que ce soit, bien là, le monde font pratiquement la file pour l'acheter. Parce qu'ils aiment déjà ce que tu fais, ils connaissent déjà qui t'es, ils t'attribuent déjà une expertise. À partir de là, ben, ça peut décoller rapidement. Oui, définitivement. Ça me fait penser à je suppose qu'il va y avoir des gens qui font de la vidéo, qui font de la photo, qui vont écouter le podcast à cause que, c'est une personne qui travaille dans cette industrie-là. Ouais. Et puis, il y a une chaîne YouTube. Tu sais, souvent, quand on parle des vidéastes, on va penser à Peter McKinnon, on va penser tu sais, aux autres, Matti Hatalupa, je sais pas c'est quoi ça, comment on prononce son nom, que eux, ils ont fait plein de vidéos, puis là-dedans, il y en a qui sont venus virales. Ouais. Okay? Puis ils sont devenus populaires à cause de genre 5 vidéos qu'ils ont faites qui ont pas mis. Stan Leloup qui est venu sur le podcast, on a parlé un petit peu de sa stratégie parce qu'il est rendu à 300-400 000 abonnés. Même principe. Ouais. Il y a un gars que j'ai commencé à suivre qui s'appelle Zebra Zone. C'est comme le zebra sur les caméras pour le IRA. Anyway. Il y a 6 vidéos. Ces vidéos sont juste insane. Ouais. OK? J'ai jamais vu de la qualité de même dans une vidéo YouTube. C'est un tutoriel pour faire ton propre scoring de vidéos, genre pour la musique. Tu sais, quand. Ouais. Où il parle de la Blackmagic Pocket 4K, les cams que j'utilise. Puis, elle est tellement bien faite, cette vidéo-là. Il y en a 6 vidéos. Ouais. Il est rendu à des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Ouais. Il n'a pas fait 150 vidéos. Ce qui, tu sais, il y en a juste 6. Ils sont toutes virales. Toutes! Ouais. Parce ça paraît qu'il se force. Ouais. Puis il est compétent. Fait que ces deux éléments-là ensemble, quand tu crées du contenu, what the hell? Ouais. Anyway. Let's move on. On va parler maintenant de tu as fait ton contenu, puis là, tu es comme, yo, on va faire une formation. Mm-hmm. Comment ça marche?
Ouais, ça a été beaucoup de recherches parce que très longtemps, je me disais, OK, je fais-tu plusieurs plus petites formations sur une base régulière pour peut-être avoir des clients récurrents, tout ça? Est-ce que je fais une formation beaucoup plus détaillée, beaucoup plus grosse, tout ça? C'était beaucoup de questionnements, je savais pas trop, fait que j'ai essayé plein d'affaires. Fait qu'au début, j'ai essayé premièrement, la première chose que j'ai essayé, c'est faire la consultation à l'heure. Donc moi, avant de faire mon blog sur la photographie et tout ça, j'ai aussi travaillé pour une entreprise qui offrait de la formation privée en photo, dans le fond, à des gens qui voulaient faire ça un peu plus sérieusement. Puis dans le fond, ben, ils se faisaient charger à peu près comme 80$ de l'heure pour des cours, de photos, tout ça. Moi, je dis, bon, moi, je commence à avoir un petit peu du contenu, tout ça, mais 120$ de l'heure. Fait que là, je règle ça. Puis, Comment t'es arrivé à ce prix-là, 120? Je te dirais que c'était un peu dans les mêmes tarifications que qu'est-ce que je chargerais, mettons, en termes de taux horaire, comme pour des contrats de photo. OK. Fait que tu sais, je me disais, coût d'opportunité, ça revient un peu au même. Fait que je vais mettre ça à ce prix-là. Fait que ça a parti comme ça. Puis, à force de l'essayer, tout ça, des fois, je me faisais approcher. Il y avait des gens qui disaient, ah, tu sais, donnes-tu des cours de photo? Puis je disais, ben oui, tu sais, je fais la consultation en privé. Fait que, tu sais, c'est tant de l'heure, tout ça. Tu viens, on jase, puis je règle des problèmes que t'as, tu sais, avec ta caméra ou whatever que tu fais. Ce que je me suis rendu compte, c'est que ce produit-là, le monde comprenait pas c'était quoi vraiment. Tu sais, je me faisais demander souvent, OK, mais tu sais, on va apprendre quoi spécifiquement? Ben, t'as besoin de quoi? Tu sais, je veux dire, c'est quoi tes questions? C'est quoi tes affaires? Puis le monde ne comprenait pas nécessairement c'était quoi, mettons, le bénéfice de ce produit-là. Tu sais, j'avais beau essayer d'expliquer, mais ça marchait pas vraiment. La consultation, ça se vendait très peu. Je disais, OK, bon, tant ça marche pas. Ça, c'est un autre aspect que je veux dire, c'est que c'est pas toutes les affaires que tu vas essayer de vendre qui vont marcher. Puis ça veut pas dire de pas les essayer. Tu essayes, tu vois comment ça marche, puis si ça marche pas, ça lève pas, ben, tu sais, faut être prêt à un peu faire le deuil de ce projet-là, puis juste tasser ça, puis passer à d'autres choses. Ouais. Fait que c'est un peu ce que j'ai fait. Après ça, à peu près, un an après avoir ouvert mon blog, j'ai dit, ben, OK, je vais tester l'avenue de faire des formations un peu plus condensées. Je vais faire ça en direct, fait que le monde va se connecter sous forme de webinaire. Je donne du contenu sur une thématique en photo. Fait que, mettons, au début, ben, j'avais fait, OK, tu sais, le fameux triangle d'exposition. Comment ça marche, mettons, réglage de l'appareil photo, si ça. 2 heures là-dessus. Puis, je vendais ça vraiment pas cher, genre 50$ là, par personne. Puis, vous venez sur la formation, on fait ça en live. Puis après ça, je prends l'enregistrement, je le mets sur une plateforme de formation en ligne, puis ça se vend après sur l'automatique. J'ai essayé ça. Puis, ça a vendu, mais ça avait pas nécessairement l'attraction que je voulais non plus. C'est quoi l'attraction que tu voulais? Ben, dans le fond, moi, je m'attendais qu'à partir du moment que j'allais avoir des formations comme à 50$. T'allais avoir un yacht. Ben, pas que j'allais avoir un yacht, mais dans le sens que, tu sais, j'allais être capable au moins d'accoter un salaire décent à chaque mois, tu sais, mettons, 3 000, mettons, par mois, on va dire, tu sais, qui est quand même, après dépense, tu sais, si tu rentres 3 000 de vente après dépense, c'est presque comme fuck all. Mais, tu sais, c'était à peu près ça que je me disais, ben, ça serait pas pire, tu sais, 3 000, 5 000, quelque chose de même. Fait que c'était un peu ça mon objectif. Puis, le premier mois, ça a marché, mais après ça l'a pu marcher. Parce que, tu sais. Ça fait souvent un boom sur le lancement, ben, ensuite de ça, c'est un petit peu plus. Mais pas que ça, c'était aussi la stratégie derrière ça. Je me disais, ben, à toutes les comme 2 semaines-ish, tu sais, je vais faire un autre webinaire. Puis, tu sais, genre peut-être des repeat clients. Puis, je me suis comme rendu compte que j'avais peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre en termes de combien de temps que j'avais vraiment consacré là-dessus. Puis, tu sais, que produire une nouvelle formation de 2 heures à chaque 2 semaines, c'est rough. Vraiment rough. Ouais. Puis, à un moment donné, ben, j'ai comme fait, OK, moi, au départ, je migrais de la photographie comme métier à faire quelque chose plus en ligne parce que je voulais gagner un peu plus de liberté. Puis, je voulais être comme moins tout le temps dans mon char, puis de travailler beaucoup d'heures pour, mettons, des salaires comme juste normal, mais sans plus, tu sais. Puis là, parce que t'es pas normal. Ouais. Mais là, c'est ça, je me suis rendu compte après ça que j'étais comme, OK, tu sais, je fais des petites formations de même, puis je travaille comme vraiment fort, en plus du contenu du blog, en plus du YouTube, je continuais ça de mon côté, là, tu sais. Pas le raide. Fait que là, finalement, je me rends compte, je suis comme, OK, je travaille comme vraiment fort. T'as sa machine à café direct, t'avais des IV drip de caféine. C'était quasiment ça, tu sais, puis j'ai vraiment été addict à la caféine puis aux boissons énergisantes aussi à travers le temps. T'avais un gourou dans l'auto tantôt? Ouais. Et c'est ça, ça me quitte jamais vraiment. mais tu vas se dire, j'étais accro, je voulais juste te rappeler. Ouais, que... c'est ça, mais je suis encore borderline là-dessus. Fait qu'en tout cas, mais ça pour dire que je travaillais vraiment fort, puis finalement, c'était pas tant payant. Puis là, ben, après 1 an, tu sais, de faire beaucoup de contenu, puis là, tu sais, j'ai essayé, comme, la consultation, ça n'a pas marché, les petites formations à 50$, ça n'a pas tant marché.
Fait que là, j'étais vraiment découragée, ça me tentait plus. Tu sais, j'étais comme, OK, ben là, est-ce que je continue? Tu sais, je fais quoi avec ça? Puis tout. Puis tu sais, je trouvais que, tu sais, faire des formations comme ça en pièces détachées, ben c'était comme moins intéressant un peu, puis tout ça. Fait que, étant perfectionniste, je voulais comme peut-être un produit un peu plus étoffé, un peu plus hot, tu sais, que j'étais vraiment fière, très, très complet, puis tout ça. Je savais pas comment y arriver, je savais pas comment faire ça. Tu parles souvent, tu sais, de faire des éditions bêta, un peu, où ce que tu crées le contenu, tu sais, tu vends, tu crées après, mais j'osais comme pas nécessairement faire ça. Fait que là, je me suis comme retrouvée un peu dans un entre-deux de vraiment dire, OK, est-ce que je continue? Est-ce que, tu sais, là, je me posais vraiment des questions. Je me disais, OK, tu sais, je continue ça en ligne, là, ça vaut-tu vraiment la peine? C'est assez payant, tu sais, c'est-tu, le rêve est-il vraiment réel? Tu sais, je vais-tu y arriver un jour? Puis c'est là que j'ai rencontré Guillaume Bareil. On commence à jaser un peu, tout ça. Puis lui, il me parle de la possibilité de créer ce qu'il appelle des offres premium. Fait que dans le fond, le principe est que tu crées un produit de très haute qualité, avec accompagnement, la grosse patente, t'sais. Puis tu vas vendre un tarif qui est conséquent avec ça. Moi, je dis, OK, tu sais, puis là, je l'écoute parler un peu, puis ça fait du sens. Je me dis, OK, tu sais, la photographie, c'est une niche qui est très spécialisée. Il y a peut-être un peu moins de gros bassins de population que tu vas aller chercher dans ton marketing. Donc, techniquement, si tu vends un prix un peu plus élevé, ben, tu sais, tu vas peut-être monétiser ton audience peut-être un peu plus rapidement, même si tu n'as pas nécessairement une grosse audience. OK, tu sais, ça commence à me parler. Puis l'autre aspect que j'aimais de ça, c'est que, étant très perfectionniste, tu sais, j'aime beaucoup, tu sais, avoir beaucoup de rigueur, faire des trucs, tu sais, plus complets, tu sais, puis vraiment couvrir un sujet de A à Z. Fait que je dis, OK, c'est beau, j'embarque. Fait que je commence à faire ça. Puis, pendant toute l'automne l'année passée, j'ai créé la formation en ligne sur la photo, qui est dans le fond une formation complète que tu pars de presque zéro en photo, qui t'amène à un niveau professionnel. C'est 40 heures de stock en vidéo, c'est 11 modules de formation, c'est énorme, puis il y a de l'accompagnement en plus, des travaux pratiques, il y a un paquet d'affaires. C'est gigantesque. Puis le faire, tu sais, le partir de zéro, tu sais, moi j'ai vendu d'abord, puis après ça, j'ai créé le contenu au fur et à mesure. Fait que là, je me suis retrouvée à la même situation qu'au mois de mars, avril, où est-ce que je faisais des formations à 50$ à toutes les 2 semaines, fallait que je sorte ça à genre un module de cette gigantesque formation-là à sortir à toutes les 1 ou 2 semaines, parce que là, les gens avaient payé un prix premium à propos de ça. Là, j'avais vraiment de la pression. Fait que je travaillais tellement fort, pour vrai, c'est pas disable, là. C'était 14 heures par jour, 7 jours sur 7, j'avais pas de vie, je sortais jamais de chez nous, c'était juste tournage. Puis d'ailleurs, je niaise souvent avec mes étudiants avec ça, parce que je dis, vous checkerez l'heure sur mon ordi, c'est quand vous checkez le tutoriel de Photoshop, c'est ça, genre, quelle heure qui est, vraiment intense, tu sais. Fait que ça a été comme la transformation, mais ce qui a été impressionnant, c'est que du moment que j'ai créé comme le produit, en le faisant, je me rendais compte que c'était vraiment comme le produit qu'il fallait que je fasse. C'était avec la rigueur que j'avais, le côté perfectionniste, le fait que je voulais créer quelque chose de vraiment wow. C'était comme le modèle d'affaires que ça me prenait, tu sais. Fait que... Passe-moi ton verre. Fait que finalement, ben, ça a eu un impact comme quasiment instantané, où est-ce que le premier lancement, ça a super bien été. J'ai rempli la cohorte, j'ai rempli mes objectifs. La deuxième cohorte, même affaire sold out. Puis finalement, ben, je me retrouve à peu près 1 an après avoir commencé cette aventure dans le premium-là, où est-ce que je vis de ça à 100%. Puis ça a pris quoi, 2 ans entre le moment de la... Tu manges du craft dinner ou... Non, ça va très bien. Je passe mes hivers hors Québec. Ouais, parce que là, tu es expatrié, nomade, tout ouais, c'est ça, c'est comme tout écoute, arrivé. on va en parler de ça. Chose avant, faut qu'on en parle. Hein? Ouais. Tu es en train de parler de photos. Je pense que c'est important pour tous les contenus d'avoir des thumbnails absolument incroyables. Oui. Ça serait important qu'on ait notre photographe en studio qui prenne l'appareil qui traîne là-bas, qui prenne des photos. Mélodie, on va te mettre là-dessus. Parce que je veux pas qu'on l'oublie, les infos, on fait des épisodes complets où ce que là, la personne elle s'en va après, on a dit ah, on a pris une photo bizarre. Quand que t'as fait ton lancement, ouais. C'était quoi? Parce que là, la face de ce que j'entends de ton histoire, c'est que t'avais des attentes, ouais. Tant au niveau de l'effort que ça prend, ouais. et tant au niveau des revenus que ça va générer. Ouais. Il y a juste un autre bulle qui me passe par la tête. Après, Mélo, il faudrait le système d'aération qui marche depuis le début du podcast. Sûrement que ça fait du son dans les mics. J'oublie tout le temps de le fermer. Fait qu'au niveau de tes attentes d'effort, ouais.
t'en as parlé un peu, c'est beaucoup plus de travail que ce que tu pensais que c'était. Ouais. Moi, c'est quelque chose de constant. À chaque fois qu'il y a des gens qui se disent hey, Olivier, j'aimerais ça faire des formations, je leur dis regarde, il faut au moins que tu fasses une vidéo par semaine. OK, au moins. Minimum. Moi, quand je suis en mode vidéo, ce que je fais, c'est que j'enregistre 1.5 vidéos par jour. Ouais. Puis c'est rough, là. C'est pas facile de faire ça. C'est extrêmement, ouais. Puis toi, tu m'as dit que tu as fait une formation de 40 heures. Ouais. 40 heures, c'est énorme, là. À cause que chaque Ouais. minute que tu fais, il faut que tu l'édites. Ouais. Puis éditer 40 heures, ça prend au moins 200 heures. Fait que ça, puis filmer 40 heures, ça prend au moins 400 heures. Ouais. Fait que ça, c'est des calculs que les gens font pas nécessairement quand ils se lancent dans l'enregistrement de capsules vidéo. Fait que si tu avais peut-être à te revirer de bord puis à faire un voyage dans le temps, à te rencontrer, à prendre un café avec toi-même, qu'est-ce que tu te dirais? Ben, écoute, une des premières choses, en fait, qui m'a beaucoup aidé dans ce processus-là, puis qui est important de dire aussi, c'est que, tu sais, si la première journée, là, tu commences, t'as jamais été devant une caméra de ta vie, t'as jamais fait, mettons, de live, t'as jamais, tu sais, t'as pas nécessairement de skills en communication, mettons, à rien, là. Tu vas en baver, là. C'est comme, prépare-toi, là. Ça va être rough. Moi, en fait, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé dans le tournage de cette formation-là, c'est 40 heures de vidéo. Il a fallu que je me trouve des trucs, je veux pas, là. Parce qu'ici, il avait fallu que je fasse le montage, puis éditer tout, puis tout te recouper, puis tout ça. Ça aurait pris énormément de temps. La chance a fait que, ben, la chance, oui puis non, là. Mais, dans le fond, longtemps avant de commencer à faire le tournage de ma formation, ben déjà, ça faisait 1 an que je faisais des Facebook Live quand même de façon régulière. Ça faisait beaucoup de vidéos YouTube que je faisais. J'avais commencé à trouver des techniques pour faire en sorte que mon tournage se faisait plus rapidement. Fait que, ce que je faisais, c'est que quand je tournais mes vidéos pour la formation, ben je m'y prenais exactement de la même façon que je faisais mes lives. Donc, je prenais OBS, je partais mon enregistrement pour pas être obligée de surveiller que ma caméra, après 20 minutes, tu sais, qu'elle se ferme, puis là, ben j'ai perdu la moitié de ma vidéo, ou genre sortir la carte mémoire de l'ordi, importer ça, tout ça. Juste parce que tu l'as dit rapidement, là, les gens, c'est clair qu'ils vont m'envoyer un email pour me demander c'est quoi le logiciel. OBS Studio, qui est la meilleure plateforme pour être capable d'enregistrer votre caméra, votre écran, ce genre de choses-là. Présentement, c'est pas ça qu'on prend, parce que nous, ce qu'on veut, c'est enregistrer les caméras individuelles puis faire le montage, etc. Mais avant, on était sur OBS, ça répond à 99,9% des attentes de tout le monde. C'est malade. OBSstudio.com, c'est gratuit, ou org, I don't care. Googlez ça. Si vous êtes des adultes responsables. Pour vrai, ça m'a sauvé un temps fou. Parce que à partir de ce moment-là, déjà, j'avais établi une structure pour les lives, les transitions, les choses comme ça. J'avais tout déjà comme pré-packagé mes affaires. Ce qui a fait en sorte que quand je suis arrivée à la formation, j'étais déjà habituée de teacher comme en live, tout ça. Fait que ça a fait en sorte que j'ai repris très peu de vidéos. J'étais grosse en caféine, mais j'ai pas repris beaucoup de takes de vidéos. Tu sais, ça a quand même été pas si pire malgré tout. Mais j'enregistrais des journées de temps là, intenses, là, comme juste la partie sur Photoshop qui est maintenant en vente à part de ce programme premium-là. Tu sais, la formation Photoshop, justement, juste la formation sur Photoshop, c'est 11 heures de stock. Mais tu sais, cette 11 heures-là, c'est déjà 1 semaine que ça a été filmé. Et comme, la journée au complet, je suis dans mon studio, je parle à la caméra, je repars ça, puis tout. Puis des fois, j'étais comme entêtée, puis j'étais comme, ça me tente pas demain de comme tout me remaquiller, puis tout comme me repimper, genre pour faire comme 2 vidéos, tu sais. Fait que je disais, non, c'est à soir qu'ils vont se faire ces vidéos-là, puis j'étais très, très, très entêtée, tu sais, là-dessus. Fait que ça prend quand même une endurance, tu sais. Faut que tu sois prêt à faire ça, puis encore une fois, je le répète, faut que tu sois vraiment passionné par qu'est-ce que tu fais. Parce que si t'es pas extrêmement passionné par le sujet que tu parles, je sais pas comment tu vas faire pour tenir la route, là. Tu sais, c'est intense, là. Tu sais, je sais pas comment le dire, comment l'exprimer, à quel point ça peut être intense. C'est intense. Faire le tournage de formation en ligne, pis ça, puis tu me l'avais dit en plus, je me souviens, on en avait parlé, puis tu m'avais averti, je te le dis, là. Ça va être intense. Ouais. Puis ça, c'est le genre de choses que tu le fasses pour comprendre. Je me rappelle, j'en avais parlé avec Serge Beauchemin, qui a une expérience en TV, qui est habitué, qui connaît sa matière parfaitement. Et ça a été une des choses qu'il m'a dit quand il faisait le contenu de Alliance Entrepreneur, qui est une communauté entrepreneuriale similaire à ce qu'on a avec La Tranchée. Super bon, j'encourage tout le monde à aller s'inscrire également à Alliance Entrepreneur, très bon contenu. Ce qu'il m'a dit, c'est tabarouette, c'est pas ce que je m'attendais. Beaucoup de travail. Et
c'est difficile d'exprimer parce qu'en même temps, quand tu as la fibre de... Faut que tu aies un petit quelque chose en toi qui te motive à vouloir enseigner un concept puis à t'assurer que l'autre personne comprenne c'est quoi ce concept-là. Donc, la pédagogie, c'est pas juste quelque chose « Ah, je fais un cours ». Ouais. Faut que tu veuilles fondamentalement faire en sorte que les gens comprennent un concept. Puis tantôt, quand t'es arrivé, on a parlé justement la longueur focale de ta lens. C'est quoi les exemples qu'on peut utiliser pour expliquer ce concept-là? Ensuite, on a parlé de l'ouverture. C'est quoi ou du ISO? C'est quoi les différentes analogies qu'on peut prendre pour faire en sorte que le monde y catch? C'est quoi? Ouais. Et quand on est dans des concepts qui sont moins tangibles, plus ça devient difficile. Fait que là, tu as tout le storytelling qui vient autour de ça. C'est pas juste ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, parce que la personne a juste à s'acheter un dictionnaire. Ouais. C'est ça qu'elle veut, tu sais. Pourquoi qu'elle paierait des milliers de dollars pour avoir quelqu'un qui lit un dictionnaire? Ça fait aucun sens. C'est ça. Fait que, bref. Faire des cours, c'est quand même long. Ouais. Tu sais pas si t'as l'air d'une patate tant que tu l'as pas faite non plus. C'est vrai. Puis tu sais, en même temps, là, je l'ai moins vécu dans le sens que au moment où j'ai commencé à vraiment tourner des formations en ligne puis le faire de façon très sérieuse, j'avais déjà quand même un bagage sur le niveau YouTube, tu sais, éclairage, j'avais testé beaucoup de choses déjà, de très mauvais puis très bon, on va se le dire. Tu sais, un coup rendu là, ben il y avait quand même eu un parcours. Fait que tu sais, ce que je veux dire aux gens, c'est que mettons, là, ton premier live, là, c'est de la boîte, là. Mettons, ton premier live Facebook, ta première vidéo que tu fais, genre, l'éclairage est pas bon, la qualité, c'est vraiment pourri, ton son est à chier, tu sais, tout va mal, t'aimes pas ta face, t'haïs comment que tu parles, c'est normal. On passe tout par là, puis moi, mon premier live Facebook que j'ai fait, justement, c'était à webcam, c'était super laid, le son t'a chier, tu sais, puis j'étais comme, je suis dans une niche de photographie, là. L'image est super importante, faut que ça soit beau, faut que techniquement ça fasse du sens, tu sais, faut que tu sais, que je mène par l'exemple, tu sais. Fait que comme peut-être cette pression-là de plus, mais ça reste pareil que crime, faut que tu sortes du contenu qui a de l'allure un peu, tu sais. Puis c'est l'expérience. Pas parce que t'es photographe non plus que tu sais comment ça marche faire la vidéo, tu sais. C'est vrai, parce que, tu sais, au début, au niveau de l'image elle-même, au niveau des réglages de l'appareil photo, tu sais, oui, tu vas avoir quand même une certaine compréhension. Au niveau de la lumière aussi, ça va quand même pas pire, parce que normalement, un photographe qui est quand même expérimenté va savoir comment maîtriser la lumière, va savoir ses réglages, tout ça. Puis là, après ça, le son, puis le montage, puis ci, puis ça. Moi, le son, là, c'est encore un struggle. Pour vrai, je suis pas encore rendue au stade où je suis satisfaite de mon son, mais quand on m'entend comme il faut, qu'il n'y a pas trop de bruit ambiant, je me dis, garde, c'est correct, là, je capoterai pas. Il faut que je me parle. Parce que quand t'es perfectionniste, pour le son, là, est-ce que tu utilises les plugins de Acusonus? Non. OK, ça va changer ta vie. Donc, ceux qui écoutent le podcast qui struggle à avoir un bon son sur leur Facebook Live, vous pouvez vous rendre au lattention.com/Acusonus. Je pense que c'est ça le lien. C'est la suite Era. Il y a Era Pro puis il y a Era de base. Le de base est à 100$. Le Pro est à 250$, si je me rappelle bien. Pas besoin de prendre le Pro, le de base fait le job. Tu as un denoiser, tu as un de-reverb que tu peux mettre sur OBS en live. Il va falloir que tu calcules un peu c'est quoi le délai. Là. Il va falloir que tu compenses pour le délai. Ça, ça gosse, mais une fois que tu mets ça, ça change. Ah ouais? Tout, c'est malade. Puis si vous avez une carte graphique NVIDIA à la maison, il y a l'algorithme de... Parce que dans le fond, dans les cartes graphiques NVIDIA, vous avez des RTX Core maintenant qu'ils appellent, puis ça c'est pour faire du machine learning. Donc ils ont développé un algorithme d'apprentissage machine pour faire du noise remover. Wow. Et c'est magique. OK. Et Faut que j'essaie ça. Faut que j'essaie ça. Fait que ça, tu mets ça en, ça s'en va dans OBS. Dans le fond, ça pogne ton input de mic, tu passes ça là-dedans, puis ça te crée un nouveau mic virtuel, dans le fond. C'est une source que tu vas avoir dans ton OBS. Ça enlève tout le background noise, tout l'écho. C'est juste magique. Wow. D'ailleurs, faudrait que je l'utilise. Je l'utilise pas en ce moment. Cordonnier mal chaussé, mais c'est sorti le mois passé. Ça fait vraiment une grosse différence. Puis, tu sais, tu dis un bon point, justement, quand tu commences ton cours en ligne, tu ne veux pas avoir l'air d'un cave. Ouais. Puis, il y a tellement de stock à apprendre quand tu fais des formations en ligne. Le son, le montage, l'éclairage, les caméras. Comment ça marche une fois? Les cartes SD, la limite d'enregistrement, c'est l'enfer. Ouais, l'enfer. Ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est pour ça que
Honnêtement, là, je regarde, mettons, les 2 dernières années, le cheminement que j'ai eu, mettons, tu sais, créer le blog, commencer à faire du contenu écrit, faire de la vidéo tranquillement, pas vite en travers de ça, là, après ça, intégrer les lives, après ça, vendre un produit. Tu sais, honnêtement, là, je regarde ça avec le recul, puis je me dis, j'ai absolument aucun regret de la façon que ça s'est passé. For real, parce que je me dis, toute l'expérience que j'ai acquis à faire de la vidéo sur YouTube, à faire des lives, à apprendre toutes les petites gogosses qu'il faut que tu saches, puis quel genre d'équipement que ça te prend, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que la vidéo, ça ait l'air correct. L'expérience que j'ai pris en live aussi, le fait de, tu sais, connaître la matière, pas s'enfarger dans tous tes mots, puis aussi accepter le fait que tu parles comme tu parles, puis that's it, that's all, tu sais, à un moment donné, tu sais, au début, des fois, tu te retiens un peu de dire tel mot, ou tu sais, de sacrer en live, puis t'as tout ça, puis là, tu sais, puis à la fin, tu fais comme, ben regarde, je parle de même, puis ça va être de même. Puis regarde, les Français qui sont pas contents de mon accent québécois, ben ils iront regarder ailleurs, tu sais, puis ils se comprennent un peu. Fait que le fait d'avoir fait ce cheminement-là, ça l'a, je pense, rendu la tâche moins difficile quand t'es venu le temps de faire la formation. T'sais. Ouais. Je dis pas que quelqu'un peut pas partir de rien puis faire une formation comme demain matin. Mais c'est juste qu'il faut accepter le fait aussi que ça va être peut-être plus long. Mais je pense que ce que tu as dit tantôt, de dire, j'ai commencé par écrire mes textes. Ouais. Fait que là, toi, tu travailles tes skills de rédaction. Ouais. OK? C'est important. Mm-hmm. Parce que tu peux pas juste faire une vidéo. Il faut que tu planifies ta vidéo. Tu peux pas juste te popper devant la caméra et dire, ah ben, look at me, look at me. Tu vas avoir l'air d'une binde. Honnêtement, là, c'est fou à quel point que dans notre tête, on peut être pas structuré. Tu sais, là, tu parles de même à quelqu'un, là, comme ça, là, puis tes phrases vont sauter du coq à l'âne comme ça, puis ça va être tout croche, tu sais, je veux dire, on s'en fout, on est en train de parler comme ça. Mais quand il faut que tu enseignes quelque chose à quelqu'un de façon structurée, logique, pour que la personne comprenne, avoir les bons exemples, le bon storytelling derrière, pour que ça fasse du sens, tu peux pas juste te mettre devant la caméra de même, puis improviser ça comme n'importe comment. Il faut quand même qu'il y ait une structure derrière. Fait que c'est pour ça que tu sais, la skill de OK, je vais faire de la rédaction, après ça, je vais faire de la vidéo, puis tranquillement, là, tout d'un coup, les deux se mélangent, ça devient du live. Pour moi, c'est pour ça que je dis que j'ai pas de regrets, parce que j'ai l'impression que c'était comme la suite logique qui devait arriver, puis qui a fait en sorte que je suis rendue là où je suis présentement. Puis, où est-ce que je voulais. Regarde, c'est juste que c'est trop parfait pour moi. Je peux pas ne pas ployer, pas teaser quelque chose. Quand j'ai le tease facile comme ça. Parce que toi, t'es là, tu te dis, hey, je vais me faire une formation en ligne. Puis là, il y a plein de choses techniques, c'est compliqué, X, Y, Z. Ouais. Puis tu dis, hey, ça serait-tu le fun qu'il y aurait comme une place, mettons, là, où est-ce que je peux aller là? Tout est déjà fait. Le micro, il est là, il est ouvert, il m'attend. Mm-hmm. Le micro m'attend. Je pèse sur un bouton. Je peux enregistrer. La caméra est là. Elle est parfaite. L'éclairage est parfait. J'ai rien besoin de me. Il n'y a pas de. Tu cherches le caca, il n'y en a pas de caca. Tout est parfait. Tout est là. Tout est beau. Tu sais. En tout cas, on va bientôt lancer les studios de la tranchée. Vous voyez présentement, on va pouvoir. Vous allez pouvoir louer cette pièce. On a 2 autres pièces. On en a une en haut où on a un téléprompteur, de caméra, tu peux faire des dessins, tu peux changer tes fonds, tu peux te mettre en green screen, tu peux être sur la plage si tu veux. Fais ce que tu veux. Je m'en fous. OK? On va lancer ça dans pas long. On a une autre pièce pour faire du podcasting, assis Joe Rogan style. Vraiment cool avec des mics, le son va être meilleur. Ça, c'est des lavaliers. Les lavaliers, le son est tout le temps correct. Ouais. Il n'est jamais parfait. Mais ce qui est le fun, c'est que là, tu sens-tu à quel point tu es détendu. Genre. Écoute. T'es tellement détendu en ce moment. Aucun sens. Je pense que c'est l'alcool. Anyway, on a un frigidaire à bière. C'est parfait ici. Je veux dire, c'est malade. C'est parfait. OK, regarde. Je vais arrêter mon... Pour vrai, littéralement, là, si j'avais pas tout déjà construit mon studio chez nous, puis tout patenté mes affaires, à recommencer, je viendrais juste ici pour pas me casser la tête. Je suis comme, hey, Oli! Je m'en viens! Ben, puis c'est correct. Moi ton affaire, puis j'arrive, puis la seule affaire que tu as besoin de te concentrer, c'est vraiment juste le contenu. Ton contenu, puis tu sais, l'aspect technique, Dieu merci que j'avais une expertise en photo avant, puis que j'étais comme la moitié rendue, on va dire, puis j'avais fait un peu de vidéo aussi par le passé, fait que je me disais, OK, je me débrouille. Mais quelqu'un qui connaît pas ça par tout, là, cassez pas votre tête, là, essayez pas de tout apprendre ça va être bien trop long, venez au studio, puis non, mais personnellement, j'aimerais mieux que les gens apprennent et qu'ils viennent au studio pareil. Parce que, tu sais, comme maintenant je suis rendu à Québec,
je fais la route pareil. Là. Ça vaut quand même la peine d'avoir un endroit dédié pour ça. Puis c'est rare les gens qui peuvent se permettre d'avoir une pièce où ce que tu vas visser de l'éclairage au plafond ou avoir ça permanent, parce qu'il faut tout le temps que tu refasses ton set ou que tu l'enlèves. Je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça chez vous. Moi, je mettais ma caméra, je mettais mon éclairage. Pour ça, j'avais investi un petit peu plus cher pour avoir des kits. De l'éclairage qui se transportait facilement, qui pouvait se monter, etc. Mais je me suis rendu compte en faisant des formations que si tu veux être capable de faire des formations, si tu veux être capable de faire des Facebook Live, il faut que ce soit le plus facile possible. Comme quand tu essaies d'apprendre un nouvel instrument de musique. Il faut que tu sortes ton piano, que tu le branches, tu t'installes ton banc. À chaque fois, tu ne feras jamais de piano. Il faut que c'est là qui traîne puis qui te regarde. Ça, nous autres, chez nous, on a justement une pièce dédiée pour ça. Fait que, tu sais, oui, on modifie un peu le setup à chaque fois parce que mon chum et moi, on a chacun notre business séparément, on a chacun un peu nos façons de faire. Fait que, tu sais, moi, je vais placer mes choses d'une certaine façon, lui va placer ses choses d'une certaine façon. Mais ça reste que c'est facile à reconfigurer. C'est ça, exactement, tu sais. Puis de toute façon. C'est pas un salon que tu transformes en studio à chaque fois. Non, c'est ça. C'est quand tu commences au tout début, puis t'es avec des colocs, puis là, ben, tu sais, là, c'est pas pareil, là. Mais quand on est rendu avec une pièce dédiée, ben là, ça va vraiment mieux. Puis je suis d'accord avec toi que, tu sais, tu peux pas te casser la tête à comme tout désinstaller, réinstaller. Ah, c'est l'enfer. C'est lourd. T'as plus le goût de faire du contenu après ça. C'est vrai. Fait que, tu sais, mon chum puis moi, on se fait comme des cédules que, OK, là, les prochaines semaines, c'est moi qui tourne, sors. Tu sais, c'est quand même ça. Puis, comme ça, vous n'avez pas besoin de le refaire et de le faire à chaque jour. Ben, c'est ça. Tu sais, quand c'est juste des périodes, mettons, Facebook Live, que, mettons, un va faire son live tel jour, l'autre va faire son live tel jour, ben, tu sais, c'est encore faisable si on s'arrange. Là, moi, je suis tout le temps en retard, puis mon chum est moi parce que je suis jamais prête à l'heure. En tout cas, fait que ça, c'est une autre affaire, mais pour ça, tout ça pour dire que, tu sais, quand t'es dans une période de création de contenu, peut-être ton espace dédié, puis tu mets toutes les chances de ton côté, finalement, parce que c'est pas évident. Mais c'est ça qui est drôle. C'est comme, mettons, les gens, on va parler de design web. Ouais. Tout le monde pense que c'est des experts en design web parce que tout le monde utilise le web. Ouais. C'est comme la vidéo, c'est un petit peu la même chose. Tout le monde regarde des films, fait que tout le monde pense qu'ils sont bons pour faire des films. Tout le monde pense qu'ils savent comment avoir un bon script. Ah, c'est de la merde ce film-là parce que c'était trop prévisible. N'importe qui est capable de dropper un alien là dans les feux de l'amour. L'alien n'a pas rapport, ça va surprendre tout le monde. OK? Ouais. Ça veut pas dire que c'est bon. Non, c'est ça. Fait que tout le monde pense qu'ils sont vraiment bons en vidéo, puis en web. Puis aussitôt que tu arrives et que tu dis à quelqu'un design une interface, la personne, elle va te designer la pire interface. La pire! Ça va être lettre! Ça va être affreux! Ouais. Ça va faire avec la vidéo. C'est tough. Ouais. Il y a tellement de morceaux individuels. Moi, davantage, j'aimerais ça que le monde apprenne. Parce que je pense que c'est important que le monde apprenne qu'est-ce qui est le gang-pain de leur entreprise. Puis quand tu as une entreprise, le marketing, la mise en marché de ton entreprise, ça fait partie de cette enveloppe-là. Je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que c'est tellement... Comment je pourrais dire? C'est comme tellement formateur, puis c'est tellement intéressant de justement connaître un peu la base de tout ce que tu as besoin pour opérer dans ton entreprise. T'sais. Il y a des choses que tu vas être meilleur, il y a des choses que tu vas être moins bon, c'est correct aussi, mais d'avoir une base dans un peu tout, savoir globalement comment ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de savoir comme tous les petits détails, mais au moins, si tu as une certaine base, tu comprends le fonctionnement global des choses, mais ça va t'aider à avoir une vue d'ensemble puis d'aligner ta vision d'entreprise par rapport à ça. Je donne un exemple. Moi, personnellement, côté développement de produits, création de contenu, je pense que c'est des aspects que je maîtrise de plus en plus. C'est ce que je considère être mes forces. Copywriting aussi, je commence à bien connaître mon audience. Je sais quoi dire, je sais comment l'amener. Mon audience répond très, très bien au contenu que je vais mettre out there parce que je vais l'exprimer de la façon qu'ils se reconnaissent. Tu sais, puis je dis souvent, si tu veux savoir si ta pub fonctionne ou si le contenu ou tes landing pages ou ce que tu fais fonctionne, t'as juste à donner de dire si t'as des personnes de ton audience qui t'écrivent. Je me suis tellement reconnue dans ce que t'as dit. Si quelqu'un te dit ça, t'es exactement où tu devrais être en termes de rédaction, en termes de tout ce que tu fais. Et ça, cet aspect-là, pour moi, c'est quelque chose que je maîtrise bien puis que j'aime vraiment. L'aspect plus... taux de conversion, publicité Facebook, toutes ces affaires-là, le côté mathématique, c'est pas nécessairement ma grande force. Je comprends globalement, j'ai regardé tes formations, je sais comment ça fonctionne. Tu sais, je me retrouve dans le business manager, dans l'ads manager, je sais qui fait quoi, puis je suis capable de partir une pub tout seul, mettons.
Mais le mastermind derrière ça, la stratégie vraiment là, en détail, c'est pas ma force. Mais c'est correct. Tu sais, je t'en paie avec ça, puis dans ce temps-là, j'appelle mon chum, je dis « Hey Joe, viens ici! Aide-moi! » Tu sais, puis j'ai des amis aussi qui sont très bons là-dedans. Fait que tu viens que tu trouves un peu ton confort là-dedans. Tu sais c'est quoi tes forces, tu capitalises là-dessus. Tu sais, tu t'entoures des bonnes personnes pour faire les aspects qui sont peut-être moins bons, puis au final, ça fonctionne bien quand même. Mais tu prends quand même la peine de comprendre. Mais c'est ça, parce que en même temps, tu veux comprendre un peu l'aspect global de comment ça fonctionne dans le behind the scenes, en quelque sorte, parce que ça te permet de mieux cerner tes besoins, dans un premier temps, savoir c'est quoi que tu as vraiment de besoin, puis d'être capable de t'entourer aussi des bonnes personnes. Parce que, des fois, on en parle, souvent, je me fais souvent dire « Ah, tu sais, tu devrais déléguer telle affaire, tu devrais déléguer telle autre affaire. » Puis oui, je suis d'accord qu'à un certain point, côté productivité, ça peut être bon de déléguer certaines choses, mais quand t'as pas acquis un minimum d'expertise dans chacune des choses, puis que t'as pas systématisé certaines de tes affaires, que tu sais pas trop comment ça marche, c'est pas le temps d'engager quelqu'un, tu sauras pas comment lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, puis comment tu veux qu'il le fasse, si tu le sais pas toi-même dès le départ. Ouais. Fait que c'est quand même important, je suis d'accord. Quand tu commences dès le départ aussi, t'as pas nécessairement... Tu pourrais dire, je vais rentrer un consultant, puis lui, il va build up les process. Ouais. T'as-tu idée comment ça coûte? C'est extrêmement dispendieux, ben oui, c'est sûr. Fait que t'es comme dans une espèce de position où regarde, t'as pas l'argent pour être capable de faire ce qu'il faudrait que tu fasses, mais t'as pas le temps non plus de faire ce qu'il faudrait que tu fasses. Puis c'est tough. C'est juste tough. Ouais. Puis il faut que tu le fasses. Puis il faut que tu fasses des sacrifices. Puis des fois, tu vas compromettre sur la qualité de certaines choses parce que tu es perfectionniste, tu as moins de temps. Bon, mais là, tu étais habitué de répondre aux gens en moins de 12 heures. Il faut que tu répondes en moins de 24 heures. Puis là, 24 heures, tu n'es plus capable. 48 heures, tu essaies d'être quand même de te garder le meilleur service. Sauf que tu as tellement de choses à faire. Puis là, tu commences à engager. Puis là, tu as d'autres choses qui viennent avec quand tu commences à engager. Tu as la gestion, tu as un aspect fiscal. C'est tellement de petits morceaux. Mais en même temps, quand tu passes à travers de tout ça, c'est le fun. C'est comme, yeah! Tu te sens comme un... Pour vrai, là, il n'y a rien comme l'entrepreneuriat pour bâtir ta résilience à juste tout. Premièrement, là, quand tu commences à avoir ta business, puis que tu crées ton propre contenu, que tu es le visage de ton entreprise, que tout dépend un peu de toi, ce qui est difficile le plus, c'est justement quand t'arrives le temps de faire des ventes, faut pas que tu le prennes trop personnel, mais tu le prends personnel quand même. T'sais, quand t'as un unlike sur une vidéo YouTube, les premiers, que ça fait mal. Des thumbs down. Des thumbs down, ouais, c'est ça. T'es comme, ça fait tellement mal. T'as des commentaires des fois, puis tout le monde va te dire, mais oui, mais c'est des haters, on s'en fout d'eux autres. Mais tu sais, toi, tu mets tellement de cœur dans ton contenu, puis là, ça te rentre dedans. Colin. Puis ça aussi, c'est normal, ça fait partie du processus. Puis tu sais, je chéris tous ces moments-là parce que tu te sens tellement vivant, tu sais, quand tu fais ça. Tu passes ta business, tu vis toutes ces affaires-là. Mais Colin, que des fois, là, je sais pas pourquoi je fais ça, tu sais. Puis là, d'un coup, tu te rappelles, mais je le fais pour telle raison, puis tu continues, mais c'est intense, tu sais. On va se le dire, c'est vraiment intense. Puis ça bâtit ta résilience, mais c'est normal, tu sais, qu'au début, ça soit rushant, puis tout ça. Ouais, l'image que j'ai, c'est quand tu commences en entrepreneuriat, t'es comme un espèce de petit singe. Un petit macaque, qui genre tu sautes dans les arbres, t'es comme partout en même temps, tu sais. Ouais. Plus que ça avance, plus que tu te transformes un petit peu en genre de gorille qui chill dans le fond. Exact. Ouais. C'est une très bonne analogie, c'est vrai de ça. Puis... Mais tu peux pas devenir un gorille à base. Non. T'sais. Ça s'enseigne pas, ça non plus. Il faut que tu le vives, vraiment. Puis ça, c'est... Moi, là, mon plus gros challenge, honnêtement, c'est encore ça à ce jour, puis mon chum, il me le dit tout le temps. Arrête de t'en faire là-dessus, arrête de focusser sur ça, c'est pas si important que ça. T'sais, moi, mettons, ma qualité de contenu, c'est super important. La base, arrête, là, je suis pas capable. Arrête! Arrête! Non. Hey, tu ne commenceras pas à dire arrête, là. Syl, arrête ça tout de suite. Bon. Anyway, tu t'en fais trop. Ouais, mais c'est ça, tu worries beaucoup sur des affaires, des fois qui seraient moins importantes, puis là, de plus en plus, ben tu sais, des fois, tu vas faire le choix entre je vais déléguer telle tâche, puis je vais continuer de la faire pareil, ou non. En ce moment, je suis en lancement. Ce qui est important, c'est les ventes, c'est la pub, c'est le marketing. En ce moment, ce qui est important, c'est ça. Je focalise sur ça. Je commence pas à dire oui, mais là, je vais être en retard sur ma publication de telle affaire, puis là, je vais être en retard sur ma vidéo sur YouTube, puis là, il va arriver ça, puis ça, puis ça. Ça peut, là.
une tâche à la fois. Comme tu dis, le petit singe, là, ça c'est moi, là. T'sais, partout, là. Là, il faut que je fasse d'Instagram. Ah, là, il faut que je fasse mon blog. Ah, il faut que je fasse des lives. Il faut que je fasse du YouTube. Puis là, t'es sur tous tes médias sociaux en même temps. Tout ton contenu, t'as un peu de la boîte parce que t'es partout en même temps. Mais là, tu te tapes sur la tête parce que c'est pas parfait. Puis là, ça peut, là. Choisis-en, genre, médias sociaux, là, 2. Commence par 2. Maîtrise tes 2 là. On verra après. Puis je t'annonce que si tu restes seul dans ta business, tu vas faire ces 2 là, puis t'en feras pas d'autres. 2, c'est en masse. C'est en masse. C'est en masse. Ah ouais. Ouais. Puis tu t'as mentionné à quelques instances que ben, tu as des amis qui t'aident là-dedans, que tu as un genre de réseau. Je sais que tu es rentré dans un mastermind avec plusieurs personnes. Comment est-ce que ça s'est passé, ces relations-là? Comment est-ce que ça marche, votre mastermind? Ouais, Puis c'est quoi le rôle que ça a, mettons, dans ton développement? C'est vraiment intéressant de parler de ça parce que, tu sais, souvent, il y a beaucoup de motivateurs qui vont dire, tu sais, t'es la somme des 5 personnes avec lesquelles tu te tiens le plus. Donc, on va dire, fait que si tous tes amis sont sur le party, puis qu'ils prennent de la boisson toutes les fins de semaine, puis c'est ci, puis c'est ça, ben, il y a des fortes chances que tu te tiennes avec eux autres, puis tu fasses la même affaire. Si tous tes amis, c'est des entrepreneurs qui sont super déterminés, qui ont de la vision, qui ont plein d'idées visionnaires, puis tout ça, ben, forcément, tu vas un peu suivre le bal en même temps. Ce qui est arrivé, c'est que, ben justement, avec les rencontres de la tranchée, avec un paquet d'événements de développement personnel, tout ça, ben finalement, tu développes des affinités avec certaines personnes qui ont chacun leur force, leur cheminement, puis tout ça. Puis c'est là que, justement, avec la tranchée, puis avec d'autres événements, ben, j'ai rencontré Alex, Sébastien, Charles, puis tout ça, puis mon chum qui est là-dedans aussi. Puis on a décidé volontairement de se faire un mastermind entre nous autres. En fait, c'est pas un mastermind payant, c'est pas quelque chose qu'on a dit, tu sais, on se fait un club de je sais pas quoi. On a juste dit, ben regarde, on s'entend bien ensemble, on a chacun un peu notre parcours, on a chacun nos expertises, tout est complémentaire. Fait qu'on va juste se réunir de temps en temps, partager nos victoires, nos défaites, les affaires qui vont moins bien. C'est génial, ça fait 1 an qu'on fait ça à peu près. Puis c'est fou, là, tout ce qu'on apprend les uns des autres, puis le parcours qu'on a, puis l'évolution. Puis on se rend compte qu'on se suit un peu les uns les autres dans notre progression, puis tout ça, c'est vraiment fascinant. Pour mettre en contexte, dans le fond, Alexandra Martel, qui a la formation sur le copywriting. Absolument. On a eu un podcast ensemble. Charles Avignon, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il offre comme service en ce moment. Sébastien non plus. Oui, Charles Avignon, en fait, c'est propriétaire de l'agence Antilope, dans le fond, qui est une agence de marketing web, tout simplement. Fait que lui, dans le fond, le gars il a comme 20 ans, là, puis il est incroyable. Là. Tout ce qui est pub Facebook, marketing du web, il est excellent. Il a déjà ses employés, des gestionnaires de projet. Sa compagnie a vraiment grossi dans les dernières années. C'est incroyable de le voir aller. Puis, il y a vraiment une très bonne vision aussi au côté stratégique, en termes de stratégie marketing numérique. Il est super bon. Fait que c'est toujours bon d'avoir Charles pour nous donner des cues par rapport à ça. Puis il y a vraiment beaucoup de sagesse aussi, ce gars-là. C'est impressionnant. Fait que très, très cool. Sébastien, lui, se spécialise un peu plus dans les tableaux de bord pour entrepreneurs. Fait que lui, sa spécialité, c'est un peu l'analyse de données, en termes de conversion, les ventes, quels produits vendent le mieux, toutes ces choses-là. Lui, il est très, très poussé là-dedans. Fait que ça va s'adresser à des entrepreneurs un peu plus qui ont beaucoup de produits, beaucoup de gestion. Fait que lui, il fait plus ça. Fait que c'est tout du monde qui ont chacun leur expertise, mais au final, quand on se met ensemble, on a tellement d'idées, c'est juste insane, c'est incroyable. Ouais, puis, c'est quoi la formule? Est-ce que vous vous rencontrez toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres? On reste toujours en contact via Messenger sur Facebook. Fait que quand il y en a un qui fait un lancement, tout ça, ben, on se tient au courant quasiment minute par minute, les ventes, les choses qui se passent, tout ça. On est super connectés par rapport à ça. Sinon, à peu près... tout dépendant des aléas de la vie, là, mais tu sais, soit une fois par mois ou par trimestre, dépendamment comment ça se passe, on va se rencontrer genre par Zoom ou en personne. Puis là, on fait un tour de table, OK. Vous étiez sur Zoom avant que ça soit cool. Ouais, c'est ça. Nous, on était sur Zoom longtemps avant que ça soit cool. Puis c'est ça, tu sais, on se réunit, puis là, on partage nos projets, où est-ce qu'on est rendu, puis on fait comme des cerveaux collectifs, dans le fond, des brainstorms, de qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est quoi la prochaine direction, puis très intéressant. C'est vraiment le fun, tu sais. Puis le fait qu'on se choisisse volontairement, c'est pas quelque chose qu'on paye, on décide de le faire parce que ça nous tente, parce qu'on relate to one another. Parce qu'on voit ça souvent, tu sais, dans les formules de mastermind, tu vas t'inscrire au mastermind de tel gros gourou, tu vas payer genre 10-15 000 $. Moi, j'ai jamais fait ça. Ton chum l'a déjà fait? Non. Non, OK. Il faisait un pouce par en bas à côté. puis moi, j'ai jamais... Tu sais, je veux dire, souvent,
de ce que j'ai comme feeling, c'est que tu le sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. T'as juste besoin que quelqu'un te dise Tellement. fais-le. Souvent, là, tu sais, c'est surprenant, puis je le vis aussi avec mes étudiants en photographie, c'est la même chose, c'est qu'on le sait de façon logique et factuelle qu'il faut faire telle action pour réussir. Sauf que, quand t'arrives sur le fait accompli, il faut que tu le fasses. Genre, faut que tu montes tes prix. Faut que tu t'affiches sur les médias sociaux. Faut que tu fasses de la publicité. Faut que tu investisses dans quelque chose. Puis que pour X raison, t'es pas rendu là en termes de confiance en toi. Tu l'as jamais fait. C'était peurant, c'est stressant, tout ça. Les émotions vont foutre le bordel. C'est tout le temps ça. Pour vrai, c'est pas tant... La réussite entrepreneuriale, tu sais, on le connaît un peu tout le blueprint, là. On sait que ça va être tough. Il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, il va falloir faire de la pub, il va falloir faire du marketing. Bon, blablabla. Ça, c'est correct. Mais ta résilience puis ta capacité, justement, à dépasser tes limites, à passer par-dessus tes peurs, c'est là que souvent que ça accroche. Puis pour passer outre de ça, ben ça prend des mentors, ça prend du monde qui t'aide, ça prend du monde qui t'inspire. Tu sais, tu peux pas juste te lever un matin et faire comme « Moi, je pars ma business, tout ça. » Puis là, d'un coup, il arrive un TV, puis c'est comme « Oh mon Dieu, c'est tellement tough, j'ai le goût de tout abandonner. » Puis là, ça te prend du monde pour te dire « Non, non, come on girl, là, let's go, fais-les, puis tu sais, on lâche pas, tu sais. » Mais c'est ça. Le côté émotionnel a un gros impact, puis souvent, on le sait qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, c'est juste qu'on le fait pas. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça qui est... C'est vraiment... Puis j'essaie d'en parler le plus souvent que je suis capable, parce qu'une des clés, pour moi, en entrepreneuriat, c'est... Parce que le succès, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Là. C'est vrai. Tu prends un produit, tu prends un service, tu trouves du monde qui le veut, puis tu le vends. Tu trouves un problème, tu le règles, tu vends la solution. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué faire l'argent. Non. Pas compliqué. Pas une scène compliquée. C'est ironique ce que je viens de dire. C'est simple. Pas une scène compliquée, tu dis. Oh my God. Oh my God. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est tough, c'est les obstacles cognitifs et psychologiques qui vont t'empêcher de faire quelque chose qui n'est pas compliqué. Tu sais, faire un site web, c'est pas compliqué. C'est facile. N'importe qui est capable de s'en aller sur Squarespace, faire un beau site web. Si t'as de la misère, on a une formation sur la tranchée. Alright? C'est pas compliqué. Ouais. Faire un produit, faire une formation en tant que telle. Chaque petit morceau, prendre une caméra, la mettre sur un trépied, la mettre à on, la mettre sur auto, si tu connais pas comment ça marche, puis avoir de l'air relativement pas con. Pas compliqué, là. Ouais. C'est tough parce que tu es stressé. Ouais. Tu as l'impression que tu sais pas quoi dire. Bon, ce bout-là, il est difficile. C'est le bout humain, toi, face à toi-même, qui est tough. C'est de te pacer, c'est de gérer ton propre parcours. L'exemple qu'on peut donner, c'est, admettons que tu es sur un terrain de golf, puis c'est un par 5. Toi, tu essaies de l'envoyer sur le green direct, tu as une grosse trappe de sable ou un lac dans le milieu. Ouais. Tu peux pas swing le plus fort que tu es capable puis t'attendre à ce que ça arrive sur le green. Faut que tu commences par l'envoyer un petit peu à droite, tu vas te positionner là, tu revires le bord, tu fais un autre swing, tu l'envoies là, tu te revires le bord, tu fais un autre swing, tu t'envoies sur le green, puis tu pars, puis that's it. Ouais. Faut pas que... Non, c'est ça. Puis en entrepreneuriat, c'est la même affaire dans le sens que il n'y a pas aucune quantité de formation que tu vas prendre. Il n'y a pas de connaissances théoriques suffisantes pour te préparer au challenge psychologique et émotionnel que tu vas vivre. C'est comme quand les gens disent... Impossible. Ton premier enfant. Genre, on dirait que t'allais dire ça. Mais c'est presque ça. Là, disclaimer, j'ai pas d'enfant, je prévois pas d'en avoir, puis là, mon chum va dire « Ah, c'est sur tape, fait que je vais te le remettre d'en face la journée que tu vas changer d'idée. » Mais ça pour dire que, tu sais, l'entrepreneuriat... J'ai pas d'enfant, puis tu sais, je peux pas nécessairement faire comme le même comparatif. Par contre, quand j'ai des amis qui me parlent de commencer, tu sais, d'avoir des enfants, puis qu'il faut que tu l'apprennes sur le tas, puis t'as pas le choix, puis c'est comme ça, ben l'entrepreneuriat, c'est un peu la même affaire. Tu sais, ta business, c'est un peu comme ton bébé. Tu y penses tout le temps. Le soir, tu te couches, tu penses à ça. Tu te lèves le matin, tu penses à ça. Tu worries tout le temps de ça. Tu penses juste à ça. C'est juste ça ta vie. Toute ta vie tourne autour de ça. Puis tes amis te trouvent fucké parce que tu parles toujours ta maudite business. Tu sais, pendant que les autres te parlent de leur bébé. Ça, c'est comme... toujours drôle, mais ça reste pareil que c'est quelque chose que tu apprends sur le tas, puis je veux dire, t'as pas le choix à un moment donné de faire comme, ben oui, je vais me salir les mains, je vais le faire, je vais essayer, tu sais, je sais pas comment ça marche un site web, pas grave, je vais
finir par catcher. Je vais appeler l'hébergeur au pire pour qu'il me démêle. Tu sais, je vais trouver des solutions. Mais tu sais, c'est... Tant si longtemps que tu n'auras pas commencé, que tu n'auras pas starté quelque chose, ça ne marchera pas. Tu sais, ça ne marchera pas tout seul. Tu sais. Ouais. Là, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu avec ta formation, ton plan. Là, on s'est comme laissé emporter par notre... Tu sais, les deux, je pense qu'on a du... On a des trucs à bagage dire. là, à dépacter, mettons. Faut qu'on fasse notre lavage à propos de l'entrepreneuriat. Parce que c'est une belle promesse. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent avec cette promesse-là. Il y a des petits caractères. Des petits caractères dans le bas. Puis souvent, les gens mentionnent pas les petits caractères. Non, c'est vrai. Je veux pas nommer personne sur Facebook. Personne. Je veux pas te nommer si tu écoutes ça présentement. Si tu vends une formation sur l'entrepreneuriat en faisant en sorte que c'est du rêve et que c'est facile et que n'importe qui est capable de faire une somme de 10 000 de profit par mois dans ses poches. N'importe qui. Puis que tu vends ça sans dire à quel point c'est difficile. Je pense que c'est pas correct. Tu devrais arrêter. Tu devrais te regarder dans le miroir puis prendre un break. Faire une retraite de méditation avec ta blonde. Puis juste réfléchir à ce que tu es en train de faire. Bref. Ouais. C'était senti et on sentait vraiment... Je trouve ça drôle. Donc, ton lancement, produit premium, changement de direction, Guillaume Barry, Barrel, je sais jamais comment prononcer son fucking nom. Je m'excuse, Guillaume. Il va bientôt faire une formation sur la tranchée. Ouais. Sur ce sujet-là. On s'en est parlé. Ça va être extraordinaire. You have to watch this. Je sais pas, Guillaume, si t'écoutes ça, il va falloir que ça avance plus, là. Je sais que c'est tough faire des cours en ligne, on en a parlé tantôt, mais comme, c'est long, là. Anyway. Et high ticket item, un format plus premium. Premium comment? Comment tu le vends? Oui. Mais en fait, la stratégie est quand même relativement simple dans le sens que la façon que je l'approche, c'est que je dis, OK, je sais que la photographie, c'est beaucoup d'étapes, tu sais, puis tout ça. Fait que moi, la façon que je vais voir, c'est, je vais souvent aborder les gens en disant, regarde, tu fais des photos, tous tes amis te disent que c'est donc ben wow, mais toi, tu les crois pas parce que finalement, tu le sais au fond de toi que tu pourrais tellement aller chercher plus, tu pourrais tellement aller plus au bout de ton potentiel créatif, tout ça. Mais là, c'est quoi qui manque entre les deux? Ce que j'explique, c'est que c'est pas seulement les réglages d'appareil photo, c'est pas la machine, c'est pas tout ça, c'est l'aspect créatif derrière ça, puis tout, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un photographe va passer de amateur à professionnel. Fait que mon produit, c'est ça. C'est une formation qui amène le photographe de niveau comme, mettons, plus intermédiaire, qui est de initié, mais qui veut s'en aller au niveau professionnel. C'est de l'accompagnement, tout ça. Mais naturellement, vu qu'il y a de l'accompagnement, ça dure 3 mois, le programme. Fait qu'il y a des rencontres de groupe, des rencontres individuelles, puis je suis très, très impliquée dans la progression de l'étudiant. Fait que veux pas, je donne des travaux pratiques, je donne du feedback là-dessus. C'est vraiment comme si tu allais à l'école, mais que ton prof, il est vraiment impliqué là, dans ton progrès, puis il veut que tu réussisses. C'est vraiment ça. Il veut que tu prennes des belles photos parce qu'il est tanné de voir tes photos pas belles. Il veut plus les voir. Il est tanné. Ouais, fait que... T'as combien de zéros, là? Fait que, écoute, le prix actuel, dans le fond, pour le programme, c'est 3 000 bon, pour les 3 mois d'accompagnement. Puis, la façon que c'est vendu, c'est vraiment en entrevue de sélection. Moi, je prends pas tout le monde dans ce programme-là. La raison est simple, c'est que faut qu'il y ait une connexion. Avec mes étudiants, je vais les supporter pendant 3 mois, je suis super impliquée dans leur progression. Je veux pas prendre quelqu'un qui va s'attendre que par magie, ça va marcher demain matin parce qu'il change de caméra. On n'est plus là. Je veux aller plus loin avec les gens. Fait que je fais des entrevues avec les personnes pour voir si on connecte, si ça travaille bien. Je vais m'intéresser beaucoup aussi à où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement en photo, c'est quoi que tu veux faire avec ça dans le futur, où est-ce que tu veux t'en aller, si tu as un objectif professionnel, si tu plus comme un hobby comme ça. Puis souvent, les étudiants avec lesquels j'ai le plus de fun, souvent, puis les gens que je vais le plus sélectionner pour le programme, c'est des gens qui vont avoir un intérêt marqué, une grosse passion pour la photo, qui ont le rêve, avoué ou pas, de le faire professionnellement plus tard. Fait que souvent, c'est comme ça que la sélection va se faire. Puis après ça, généralement, là, actuellement, la dernière cohorte, tu avais 16 étudiants, puis la prochaine, l'objectif serait d'une 20aine d'étudiants environ. Un groupe qui a ses appels le soir, un groupe qui a ses appels le jour, c'est pour les coachings de groupe. Puis on en est là présentement. Ouais. Parce que tu as dit quelque chose, c'est pas parce que tu changes d'appareil que tu vas avoir des meilleures photos. Non, c'est ça. Mais le simple fait que tu aies ton prix à 3 000 $, je me dis, tu sais, tant qu'à dépenser ce prix-là, dépense au moins autant pour être capable d'apprendre à t'en servir.
Exactement. Si tu as un appareil à 5000$, mais que tu sais pas comment t'en servir, comme moi, mettons, ça va donner ce que ça donne. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est que souvent, plus que tu payes, plus que c'est une licence d'être mauvais. Parce que plus que l'appareil compense pour toi. Ouais. Tu sais, maintenant, je prends un appareil qui coûterait comme 1200$. Je suis capable d'avoir des résultats vraiment meilleurs que ce que j'avais au début quand j'ai acheté mon A7R3 qui m'a coûté comme 5000 quelques avec la lens, tu sais. Puis ça, c'est justement plein d'aspects, comme que tu as mentionné tantôt, créatifs. Ouais. C'est le même principe avec avec la rédaction. Ouais. Tu sais. Si tu sais pas écrire, c'est pas à cause que tu as un clavier mécanique vraiment funky avec une chaise ergonomique, un bureau avec un écran qui t'a... Tout le setup coûte 15 000$, tu t'assis dedans, puis tu sais pas écrire. C'est ça. Tu sais, oui, ça va être une expérience confortable, mais ça va pas être bon. Non, c'est ça. Puis en même temps, T'antidotes dessus, t'as tout le kit. Ouais, la grosse affaire! Mais ça reste que, tu sais, je me suis vraiment arrêtée sur cette question-là parce qu'à un moment donné, je me souviens dans un des meetings de la tranchée, on avait eu une grosse discussion sur l'intelligence artificielle, puis ça m'avait marqué. C'est ça qui se passe dans les conversations. Écoute, des fois là, ça va loin. Là. Tu sais, quand c'est rendu tard, pis ça, là, on se met à philosopher sur plein d'affaires. À quelle heure qu'on a fini la dernière? Oh my god, je sais pas, 5h du matin? 5h du matin? Ouais. Fait que, est-ce que je voulais en venir? Ah oui, l'intelligence artificielle. Puis je me disais, en photo, tu sais, il va venir un certain temps. Puis je pense qu'on en avait parlé aussi. En photographie, à un moment donné, il va y avoir une certaine intelligence artificielle. Tu sais, les appareils photo vont devenir de plus en plus sophistiqués, vont devenir de plus en plus, tu sais, accessibles. Puis là, ben, on va être capable de faire des photos, tu sais, comme super belles, peut-être juste avec l'appareil photo. Mais là, je me suis dit, ouais, mais pas nécessairement, parce que ça reste quand même que il y a des aspects extérieurs à la caméra que la caméra peut pas contrôler. Tu sais, quand on parle d'éclairage, de cadrage, les agencements des couleurs, le sujet, qu'est-ce que tu essaies d'exprimer dans cette photo-là, puis toutes ces choses-là. C'est ça, selon moi, qui va faire vraiment la différence entre une photo qui va être comme « OK, c'est correct », puis une photo genre « Oh my God, wow, ça gagne des concours, tu sais, ça vend, j'ai des clients en photo, puis tout ça. » C'est ça qui fait la différence. Puis ça, ben, on est à des années-lumière d'avoir une intelligence artificielle qui va remplacer ça. Oui, effectivement, ça ne sera pas remplacé, d'ailleurs. C'est ça. Parce que toute la composante technique, pour dire, OK, on prend une photo, puis c'est quoi le ISO, c'est quoi le shutter speed, c'est quoi le XYZ, éventuellement, ça va devenir plus pertinent. Ouais. Parce qu'on va tout être capable d'ajuster ça après, ça va juste un gros paquet d'informations. Tu sais, il y a déjà des appareils photo, des appareils litro, tu veux passer? C'est très cool, ça. Oui, puis que tu peux retravailler ta mise au point après exact. Entreprise qui a été rachetée par Google. Google qui sont en train de travailler sur une technologie pour être capable de faire du Light Field VR. Fait que la façon dont ça fonctionne, c'est que tu as comme un espèce de gros sensor qui fait en sorte que tu as un point de vue dans une bulle où tu es capable de changer, de bouger. Puis ça recrée, dans le fond, la perspective comme si tu étais là. Fait que maintenant que tu as du soleil qui passe à travers les feuilles, le feuillage d'un arbre, tu vas avoir l'espèce d'éblouissement à travers les feuilles, exactement comme si tu étais là selon toutes les perspectives de cette scène-là. Ouais. C'est juste fucking weird, puis insane, puis malade, puis ça va être... C'est tout ce qu'on s'en va. Ouais. Hein? Mais l'aspect storytelling, en arrière, on est loin d'être rendu là. Ouais. Puis quand on est en train de se dire « moi, je veux me lancer une entreprise », c'est important de se dire « moi, je veux me lancer une entreprise », il faut que cette entreprise-là reste pertinente pendant plus que 2 ans. C'est ça. C'est de ça qu'on parlait jusqu'à 5h du matin, tu sais, l'avenir de l'humanité à travers la galaxie. C'est ça pareil, oh my God. Mais c'est tout le temps le fun, ces rencontres-là. Je m'ennuie tellement la dernière fois, c'était super cool. Moi, c'est juste le fait que, tu sais, je me rappelle plus de son nom, il joue de la musique death metal, il a les cheveux... Oui! Honnêtement, puis en passant, si tu nous écoutes présentement, ta carte d'affaires est la plus mémorable que j'ai jamais vue de ma vie. Honnêtement, c'était juste... Je l'ai pas vu, c'est quoi? C'est extraordinaire. Écoute, le gars énumère les sortes de concerts qu'ils font, puis tu sais, il dit genre église, mosquée, fête d'enfants, bar, je me souviens plus trop en tout cas, mais
c'est juste tellement mémorable, tu sais, tu peux pas oublier ça, cette carte-là, là. C'est juste incroyable, puis on rencontre toutes sortes de gens, puis c'est ça qui est le fun, c'est que chacun a comme un peu sa... Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y avait Son comme ajout à lui, venir. tu sais, Ouais. band de death metal avec Marie-France qui fait des bijoux, Karen Davidson qui a une ferme d'alpaca, ton chum qui fait des cours de keto, toi, sa photo. Ouais. Du monde de vraiment toutes les sortes. Puis l'espèce de mélange de... On est tous pareils sur les valeurs. Exactement, ouais. C'est ça qui est cool. Puis ceux qui sont pas pareils, ces valeurs, ils nous aiment pas, fait qu'ils s'en vont. C'est un peu ça. Mais tu sais, au Tu sais, il y en a final... qu'on voit une fois, on les revoit plus. ouais. Il y en a qu'on voit une fois, puis on les revoit tout le temps après. Tu sais. Ouais, c'est ça. Nous autres, on est comme abonnés aux rencontres. On y est tout le temps. Puis Ouais. ouais. Puis tu sais, en même temps, c'est important que tu soulèves le point des valeurs aussi parce que de rester proche de nos valeurs aussi comme entrepreneur, je trouve ça important. Tu sais, dans le sens que à un moment donné, il va se présenter plein d'opportunités. Puis là, à partir de là, tu sais, comment tu fais pour décider à quoi tu vas dire oui puis à quoi tu vas dire non? Parce qu'il vient un temps où que là, tout d'un coup, il se présente des opportunités à toi. Tu sais, il y a quelqu'un qui va dire, ben, viens-tu faire ma conférence? Veux-tu être affilié de mon programme? Veux-tu faire ci? Veux-tu faire ça? Là, il faut que tu fasses des choix. Mais comment tu fais tes choix? Ben, ça reste une question de valeur, tu sais. Puis moi, à toutes les fois que je me pose cette question-là, ben, c'est quoi mes valeurs en termes d'entrepreneuriat? C'est quoi que je veux achieve, tu sais, en bout de ligne? Moi, c'est juste de donner le plus de valeur possible, d'avoir quelque chose d'unique à proposer à mes clients, quelque chose qui est vraiment... de leur montrer que je care vraiment, tu sais, de s'ils réussissent ou pas, quitte à ce que j'aie moins de monde, puis c'est correct, tu sais, puis quand je choisis avec qui je m'associe, ben c'est un peu le même principe. Tu parlais un peu plus tôt aujourd'hui, justement, du fait que quand tu as beaucoup de valeur à offrir, ben tu veux juste comme que le plus de monde puisse en profiter possible, puis tu sais, de juste être out there. Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est important encore pour moi de faire du contenu de qualité, même si c'est pas du contenu payant, tu sais, YouTube, le blog, tout ça. Puis en contrepartie, ben d'offrir quelque chose de vraiment wow au peu de clients que je vais avoir. Puis quand même que j'aurais pas des centaines de clients, ça me convient parfaitement comme ça, tu sais. J'aimerais ça qu'on rappe un peu, qu'on fasse comme les parcs au Québec en ce moment. Ouais. On prenne du saran drop, qu'on mette ça autour des jouets d'enfants. Mais d'une façon plus logique et intelligente que ce qu'ils font avec les parcs présentement. J'essaie de ne pas être politique dans mon show, mais j'ai vraiment envie de faire un show politique. Là, on me regarde découragé. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que les... Bon, fait que ton programme, comment est-ce qu'on fait pour... Tu vas avoir une prochaine cohorte. Présentement, je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont intéressés à prendre la photo. La photo, c'est malade. La photo, ça peut changer. La photo, regarde, OK? T'es là. Regarde, t'es un individu. T'es pas bon en photo. Imagine-toi, bon en photo, comment ça serait plus sick. Ouais. Tous tes souvenirs, toutes tes mémoires, toute ta vie, soudainement, aux yeux des autres, plus belle. Ouais. C'est quoi l'avantage de ça? Right? C'est quand même cool. Ouais. Puis mettons que tu as un produit, puis que tu veux vendre ton produit sur Internet, mettons, puis tu as des photos de merde avec ton iPhone, je veux dire, tu peux prendre des belles photos avec un iPhone. Ouais. Don't get me wrong. iPhone, bel appareil. Ouais. Mais sont-tu bonnes, les photos? Parce qu'on a parlé tantôt. Tu peux t'acheter un bon appareil, faire des photos de merde. Ça fait. Mais si t'es bon, puis que t'as un bon appareil, watch out. T'as pas d'argent, c'est pas grave. T'as juste l'argent, t'as juste 3000$, t'achètes ton cours, à la place d'acheter un bon appareil, ton iPhone. Ouais. Regarde, ça va déjà être mieux Mm-hmm. que si t'avais juste un bon appareil, puis pas de cours. Fait que comment est-ce qu'on fait pour avoir ton cours? Bon, ben en fait, là, les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais ça va ouvrir vers la mi-juin. Il va falloir qu'on se time là, pour faire nos podcasts. Là. Ah, et là, écoute, c'est pas encore ouvert, mais ça Faut s'en qu'on vient. paye le loyer, qu'on fasse l'affiliation. Allez acheter des suppléments, guys. Mais tout ça pour dire que la prochaine cohorte de l'expérience photo, en fait, ça va se passer. Les inscriptions s'ouvrent à partir de la mi-juin. Fait que ceux qui seront intéressés, en fait, vont pouvoir avoir la possibilité de prendre rendez-vous avec moi, jaser de leurs aspirations, c'est quoi qu'ils veulent faire, puis voir si je suis la bonne personne pour les aider, tout simplement. Fait que d'ici là, ton livre? Oui, mon livre qui est toujours disponible sur Amazon et sur mon site web joanneterrien.com également. Pour avoir les 3 premiers chapitres gratuits, est-ce qu'on peut faire ça? Bien, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que vous avez une vidéo sur l'appareil photo qui explique les modes de base à connaître, dans le fond. Puis après ça, ben, si vous voulez aller plus loin, ben, il y a le livre qui vous explique ça de long en large, super détaillé, les réglages, la composition, c'est tous les trucs que tu as besoin de savoir pour que quand tu as un appareil photo neuf que tu viens de sortir de ta boîte, aïe, qu'est-ce que je fais avec ça? Le livre, il sert à ça, à décoder tout ça, puis faire en sorte que quand tu lis le manuel d'instruction de ton appareil, t'es pas tout mêlé parce que c'est du chinois. Genre. Ouais.
Et puis, ensuite de ça, donc, journal de progrès pour ceux qui sont intéressés à en connaître plus sur ton parcours. Très cool. Allez suivre ton blog, ton Facebook. Ouais. Tu fais des Facebook Live. Joannitarien. Oui, joannitarien.com, la page. Tout est là-dessus. OK, regarde, je vais arrêter d'essayer de player les affaires. Fist bump, on termine ça. Yeah! Boom! Moi, j'ai plus de scotch. On peut faire un chin pareil. Ah, il m'en reste un peu. Un chin verre vide. Donc, merci à tous d'avoir été là ou d'écouter ça dans votre voiture. Je ne sais pas ce que vous faites. J'aimerais passer un message. Un message important. Quand on fait ces podcasts-là, on est là, on parle, puis vous ne nous parlez pas beaucoup. OK? Puis récemment, j'ai fait tirer une patente. J'ai fait tirer un micro. La personne qui a gagné le micro, elle m'a jamais recontacté pour avoir le micro. Fait que si jamais t'es comme, ce gars-là, il m'a jamais envoyé mon micro, ben faut que tu m'envoies ton adresse, mon petit marde. Puis je vais te l'envoyer ton micro, OK? Ça pour dire que je sais que vous m'écoutez, je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes prêts à aller laisser un petit review sur iTunes. Mais vous ne le faites pas. Parce que vous voulez avoir des micros. Mais regarde, si c'est ça que vous voulez, j'en ai d'autres des micros, OK? Là? Mais allez prendre 4 secondes de votre temps, peut-être plus que ça, là. Mettez un petit peu d'amour, mettez 30 secondes de votre temps. Allez sur iTunes, faites un petit commentaire. Juste un petit « Oli, c'était nice. Keep it going. » Moi, je regarde pas tant mes mails que ça parce que j'aime pas ça. Mais mes reviews iTunes, j'ai refresh 15 fois par jour. Je vais les voir. OK? J'ai vraiment hâte de voir le prochain. Puis peut-être que Mélo pourrait les lire dans les intros. Ce serait une bonne idée, ça. Right? Ce serait cool. On pourrait comme feature des commentaires des gens. J'aimerais ça en avoir plus. Right? Peut-être que je t'en manque d'attention. Peut-être que c'est ça, guys. Mais j'aimerais savoir des commentaires. Faites-les. Ça prend 5 minutes. 30 secondes. Prenez le temps que vous voulez. Sur ce, je vous donne plus de détails bientôt pour le studio. Allez vous abonner à Trancher. C'est ça qui est le plus important. On se revoit dans quelques semaines pour un autre épisode de Scotch et Domination mondiale. Je ne sais pas ça va être qui l'invité. Le COVID a un petit peu tout pété nos plans. Mais il va en avoir d'autres, là. Rassurez-vous. Surtout avec le déconfinement. Moi, j'ai hâte de sortir dehors, faire du barbecue. Puis c'est le fun parce que ça permet de jaser avec le monde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas jasé. Ouais. Dernière fois, c'était avec Vincent Comtois, dans les podcasts qu'on a fait. Parce qu'on a parlé de suppléments alimentaires. Et là, je sais que j'arrête pas de parler. Puis que Mélo a le bouton sur Stop Stream depuis tantôt. Mais apparemment que la vitamine D, c'est vraiment bon contre le COVID. Prenez votre vitamine D, guys. Sortez dehors en chest. OK? Il y a Joe qui me fait des thumbs up. Sortez dehors en chest pour avoir la vitamine D ou prenez des petits suppléments. 4000 IUs, c'est quoi les IU? 4000 IU par jour, ça vaut la peine. Alors sur ça, on se revoit dans le prochain épisode de Scotch, Marketing et Domination mondiale.